Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste de la survie en France, Denis Tribaudot. Après avoir traversé l'Europe à pied à 22 ans, pendant 11 mois, Denis s'aventure aux quatre coins du monde avec d'autres aventuriers pour des stages de survie depuis 17 ans. Il vient de terminer son 900e stage et nous raconte son parcours avec ses meilleurs souvenirs derrière le micro du Pompon. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre une ou encore mieux 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du Pompon afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. La réussite du podcast se fait aussi et surtout grâce à vous. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Denis. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur le Pompon. Avec plaisir. Je suis hyper content de te recevoir et je salue tout de suite Odile Setter et Christelle Gauzet qui m'ont parlé de toi. Voilà, merci à elles. Pour le coup. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Denis Tribaudot, je suis spécialiste de la survie, leader en France sur ce secteur et j'organise des stages de survie depuis 17 ans maintenant et on frôle, même si ça s'est ralenti l'année dernière, les 900 stages de survie organisés, encadrés. C'est ça, parce qu'on est à 898 si je ne m'abuse. Bien renseigné, ouais, très bien. Ouais. Donc on frôle, on y est vraiment. Mais presque. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à passer le palier des 900 cette année. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui a pu arriver pour t'arrêter dans ta lancée. Étonnant. Et l'idée, comme je te le disais, c'est de comprendre un peu ton parcours, ce qui fait que t'en es arrivé là aujourd'hui, et surtout, moi j'ai envie de comprendre à quel moment il y a eu ce déclic en disant en fait je vais en faire mon métier, mon activité principale. Mais j'ai lu pas mal de choses, mais quand t'étais petit, tu voulais faire quoi ? Alors moi je voulais être un Indien. Ouais, c'est ça. Je trouve ça génial. Et puis tout de suite les grands m'ont dissuadé de cette belle et grande idée parce que Indien c'est pas un métier. C'est même pas une vocation, quoi. C'est un état. On est indien, on l'est pas. C'est ça. Mince, manque de bol. Donc voilà, j'ai été très frustré pendant des années, mais ça m'a pas empêché de faire mes armes, de fabriquer mes arcs, mes flèches, d'aller chasser le ragondin dans les marais en Charente, de construire des cabanes, de collectionner aussi les vignettes Panini sans faire de pub. Mais j'avais un album Ouest qui s'appelait Ouest. C'était très confidentiel, mais qui retraçait toutes les grandes épopées de tous les peuples indiens. Enfin, ça m'a forgé. Et bon, voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas, moi je veux être ça, je veux être le mec là qui chasse à l'arc les bisons, qui nomadise, qui est dans les grands espaces, etc. Et puis non, très vite on m'a dit non, c'est pas un métier. Voilà. Mais c'était venu comment cette envie de... Alors c'est par des lectures, par des rencontres, je sais pas. Est-ce que Alors d'être un Indien ? Ouais. Ah ouais, non, mais moi, alors j'en sais rien du tout. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles aux voitures ou aux pompiers. Alors moi aussi, j'ai voulu être pompier, mais c'était plutôt vétérinaire. Ok. Voilà, ouais. Quand ma mère m'a offert, quand le Père Noël, pardon, m'a offert un appareil photo, c'était un Polaroid. Je me suis dit, je vais photographier que des animaux, la nature, etc. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. J'avais une fascination pour le monde animal, à poil, à plumes, fourrure, je sais pas. Et mes parents mon père était militaire de carrière, mon grand-père aussi, ma mère était fonctionnaire de l'éducation nationale, donc pas des grands
on va dire aventurier, même si militaire, des fois, ça nous fait aller dans des contrées sauvages. Mais voilà, mon grand-père me racontait ces histoires quand il allait au Cameroun avec l'armée aussi. Bon. Peut-être que ça, il y a eu des déclics, mais j'étais vraiment trop jeune. Et puis, tous les étés, on allait en Charente, à côté de Royan, dans une petite ville qui s'appelle Méché. Il y a des beaux marais là entre Méché et Talmont. Et on avait des amis qui étaient agriculteurs. Et avec le fils de ces amis-là, on allait passer nos journées dans les marais à pêcher les anguilles, à essayer de pêcher des crabes avec des balances, et puis essayer de dézinguer les ragondins déjà à l'époque qui décimaient vraiment les champs de maïs. Et donc l'agriculteur, on avait l'aval de l'agriculteur en disant oui, débarrassez-moi de ça. Alors avec un lance-pierre et des billes, c'était pas évident, mais donc tout le monde se foutait un peu de nous. Et puis le jour où on est arrivé avec un ragondin, tout le monde était ébahi, stupéfait et avait peur. Alors on s'est renseigné sur le ragondin. Non, c'est pas un rat, le ragondin. C'est plutôt un castor avec une queue de rat, mais ça mange que des herbes propres, fraîches, et ça mange aussi les têtes de maïs, les fusées de maïs très tendres. Et ce qui fait que c'est un animal qui est assez sain quand même, mais qui est un nuisible parce qu'il vient d'Amérique, etc., etc. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis forgé un beau petit savoir sur la faune et la flore invasive ou pas de la Charente, et puis après du Sud-Ouest, puis après de la France, puis après de l'Europe, puis j'espère m'y connaître un petit peu en faune et flore du monde entier maintenant. Voilà. Donc ça a grandi comme ça en moi. Donc quand on m'a dit non, tu peux pas être un Indien, ah mince, alors je vais être garde forestier. C'est pas mal ça. Garde forestier et archéologue aussi, c'est très important ça. Parce que archéologue, il y avait un ami de ma mère qui était archéologue, qui faisait des fouilles en Dordogne, et qui me ramenait des cailloux, du silex taillé. Alors c'était des chutes qui avaient aucun intérêt maintenant, je le sais. Mais à l'époque, quand j'étais petit, quand il me ramenait ça, waouh, c'est un homme de la préhistoire qui a taillé ces morceaux et il me les donne. Oh, quelle fierté. Donc j'ai voulu être archéologue et puis garde forestier en même temps. Quand on est gamin, on a plusieurs métiers. Et puis ça c'est monté en puissance comme ça et quand je suis arrivé au collège, j'ai fait une petite réaction allergique aux études conventionnelles. Et alors que j'avais des possibilités, des facilités, mais franchement le système m'allait vraiment pas du tout. Et donc fatalement, si on n'adhère pas au système, alors je vais taper sur l'éducation nationale, mais tant pis. Si on n'adhère pas au système, on est mis de côté en France. C'est clair. C'est un peu moins caricatural maintenant, mais malgré tout, à l'époque, c'est-à-dire au siècle dernier, on était mis de côté, on était incapable, etc. Donc, ça m'allait. Malgré tout, j'avais juste ce qu'il fallait pour avoir des notes correctes. Mais on m'a fait quand même redoubler une 5e en disant Tribaudot, il y arrivera pas. Et puis ils m'ont piqué au vif un peu. Donc j'ai un peu bossé. Merde, je me suis retrouvé 5e de la classe. Tribaudot très bien, 4e. Ah, j'ai dit non, vous m'avez dit que j'y arriverais pas. Que j'allais aller en LEP. À l'époque c'était LEP, études techniques. J'ai dit, vous me l'avez dit au premier trimestre, maintenant j'y vais. Ah non, mais si. Et donc ma mère a fait les pieds et les mains pour que j'aille faire un CAP. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que l'orientation, je sais plus comment on appelle ça, la conseillère d'orientation, m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux travailler dans le bois, je veux être garde forestier. Bon, très bien, elle a regardé son grand classeur où il y avait toutes les orientations, dit, menuisier, c'est dans le bois, c'est bien. Boum, me suis retrouvé en CAP menuiserie. Donc c'était assez rigolo, ça m'a pas fait rire, mais bon, c'était la seule porte de sortie que j'avais, je l'ai prise parce que j'en avais marre de ce système où il fallait rentrer dans des cases et être vraiment à l'écoute du Dieu vivant qui était sur une estrade de 10 cm en bois qui s'appelait le professeur. Voilà. En bois déjà l'estrade, c'était pas mal. Ouais, déjà. Et qui grinçait, on n'entendait rien qui résonnait, mais voilà. Lui, il pouvait faire du bruit alors que nous, au fond de la classe, quand on avait une question qui était un peu dérangeante, qui dérangeait que le prof, voilà, on rentrait pas dans les cases, ça allait pas. Donc déjà, j'étais peut-être un drôle de mec un peu atypique qui posait pas les bonnes questions, donc qui dérangeait. Et quelqu'un qui dérange, on l'éjecte, quoi. Voilà. Donc je me suis retrouvé en LEP. Avec des gens qui savaient à peine lire et écrire, qui venaient de CPPN, alors les anciens sauront. La première interro de maths, je me rappelle, c'était des divisions, 3 divisions. Poser les divisions, tu sais, avec le trait vertical et horizontal, on pose les divisions. Et là, je regarde mon voisin, il me regarde, il me dit, je sais pas. Moi, j'ai vu ça, je l'ai fait en 3 minutes, j'ai eu 20 sur 20.
Et je me suis retrouvé faillot de la classe parce que 17 de moyenne générale, etc. Parce que le niveau était très très bas. Ouais. Et la technique, tout compte fait, c'est-à-dire les heures d'atelier, 24 heures d'atelier, je m'en rappellerai, par semaine. Ok. Ben, ça m'a plu. Travailler le bois, ça m'a plu. Mhm. Et ben, je me suis pris au jeu. Donc, j'ai abandonné un peu l'idée d'être garde forestier, puis ben, travailler le bois et devenir menuisier, pourquoi pas, quoi. Donc, les queues d'aronde, les coupes à 45, les renfoncements de moulures, de rainures, etc. Tu maîtrises. Ah ouais. Et puis, bah, ils ont vite dit, bah, t'as Tribaudot, très bon élément. Au bout de 2 ans, ils m'ont dit, tu vas passer un BEP, beaucoup plus prestigieux. Je suis tombé avec des gens qui sortaient de 3e. Ouais. Pareil, j'avais déjà 2 ans d'avance sur les autres, techniquement parlant. Au niveau, on va dire, tout ce qui était maths, physique, français, bah, j'avais le niveau. Donc, ils m'ont dit, bah, en même temps, tu vas passer un CAP ébéniste, puisque tu as déjà de l'avance techniquement. Pendant que les autres apprennent le B.A.B.A., toi, tu vas passer, à la fin de la première année de BEP, un CAP ébéniste. Bing, je l'ai eu, bien sûr. Et puis la 2e année de BEP, d'agencement intérieur, j'ai passé aussi en même temps un CAP charpente. Allez, tu maîtrisais tous les éléments. Et puis à la fin du BEP, j'ai vu ma mère qui commençait à s'emballer. Mais il est toujours premier de la classe, c'est génial, il a trouvé sa voie. Mais tu vas rentrer en bac pro et tout. Je lui ai dit, attends maman, j'ai déjà passé les diplômes là. Mais ça y est, elle était contente. Enfin, je foutais pas grand chose. Je faisais les devoirs au fur et à mesure qu'on les donnait. Et à l'atelier, ça se passait bien. Donc, bah, je suis rentré en bac pro. Ok. Donc, j'ai réintégré un cursus, on va dire, plus classique, mais toujours avec beaucoup d'avance technique, puisque j'avais déjà 4 ans d'ancienneté technique et je me suis retrouvé avec des gens qui n'y connaissaient rien. Donc, fatalement, j'ai pu me consacrer un peu plus aux matières théoriques pour me mettre un peu au niveau. Mais en bac pro, ça a été. Et donc, j'ai eu un bac pro de fabrication industrielle du bois et puis sur ma lancée, BTS. Voilà. Ok. Ah oui, donc à chaque fois, tu l'as lancé, tu y allais. Ouais, bah, progressivement. Et puis après le BTS, j'ai eu un copain qui était féru d'histoire de l'art. J'étais très bon en dessin. Il m'a dit, pourquoi on passe pas le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Bordeaux? Bon, bah, allez, pour te faire plaisir, je t'accompagne. Et sur 650 participants, je me rappelle, on était à Bordeaux-Lac dans le grand hall, là, avec plein de petites chaises et tout, 48 heures d'épreuves non-stop, et puis on a été reçus. Il y avait que 45 prix, on a été reçus les deux. Incroyable. Enfin, moi, j'y allais vraiment, mais... La probabilité était faible. Ah ouais. Bon, entre-temps, je m'étais préparé quand même. On allait tous les deux aussi. Enfin, quand même, tous les deux. Déjà 45 places, deux qui vont ensemble. Donc, c'est Xavier Roy, qui qui est un Charentais aussi. Ok. Qui m'a poussé un peu, parce que sans lui, j'aurais pas été. On a été passé à Bayonne, parce que le BTS se passait à Bayonne. On a été passé quelques heures dans un cours privé de dessin où il y avait un designer génial qui nous donnait envie. Je pense qu'avec le recul, on faisait des grosses daubes. Mais lui, il avait un peu l'accent italien. C'est bien. Oui, alors je sais pas le faire, l'accent, mais c'est bien. Continue. Berthomé, il s'appelait Berthomé. Et voilà. Et grâce à lui, on a préparé le concours des Beaux-Arts et on l'a eu. Voilà. Okay. Et donc, T'as fait les Beaux-Arts. Je suis designer. Voilà. J'ai un diplôme de design. Alors, il y a plein de vies transversales ou parallèles en même temps. Oui, ce que j'ai te demandé, les week-ends, quand t'es au collège, lycée, etc., est-ce que tu continues à partir à l'aventure? Non. J'ai pas trop le temps, mais je vis une autre aventure, c'est l'aventure de sportif de haut niveau. Ouais, c'est ça. J'étais handballeur. Ouais. Et donc, toutes mes heures perdues, je les passais à faire des entraînements. Tant et si bien que à 17 ans, je faisais trois matchs dans le week-end. Je faisais un match de volley en régional le vendredi soir pour faire plaisir à mon père qui avait monté un club parce qu'il était animateur départemental. Enfin bon, voilà, et je me suis retrouvé avec une dizaine de licences sportives dans tous les clubs de la région parce que. C'est laquelle? Je vais où là déjà? Ouais. Il me dit, ça te dirait de faire du baseball? Bah ouais. Bon bah voilà ta licence de baseball parce qu'il me fallait des licenciés. Il lui fallait des licenciés pour monter des clubs dans un milieu un peu rural où c'était dur de recruter et lui il était chargé de faire vivre des associations culturelles et sportives donc fatalement mais bon voilà ça me plaisait le volley. Le volley fallait pas courir, fallait juste sauter, j'avais de bonnes capacités de sauteur.
Donc tu tapes, tu sautes et tu tapes le plus fort possible. Ok. Donc voilà, j'étais le gros bourrin au volley. C'était le seul sport où j'étais considéré comme un bourrin. Ouais. Et puis le samedi soir, j'allais jouer vraiment mon sport de prédilection, c'était le handball. Oui, parce que tu en as fait au niveau national, c'est Ouais. ça? Mon père était aussi un bon joueur de handball. Ouais. Alors national, oui, national 2, une saison. Hein. Ouais, quand même. Ouais, mais j'avais pas les capacités physiques pour durer. Ouais. J'étais trop fragile. Ok. J'étais un sauteur, j'étais une sauterelle, mais la sauterelle, on la pousse un peu et elle apprend à voler, mais elle a pas d'aile, donc elle retombe Donc sur le dos et ça dure pas longtemps. Et puis le dimanche, comme je m'embêtais un peu le dimanche, les clubs de foot m'avaient dragué parce que j'étais un bon sauteur pour mettre une paire de gants, puis me mettre dans les buts en disant c'est facile, t'as des ballons qui arrivent, tu sautes, tu l'attrapes. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Et là, tu peux retomber sur le dos. ouais. Alors quand il y a de la boue, c'est bien. Ouais, oui, c'est ça. Et comme j'adorais me traîner dans la boue, donc je retournais minable. Bon, je me suis pris la barre transversale 2 fois avec la tête quand même, parce que je sautais trop haut. Ah ouais. Ouais. J'avais 80 cm, voire un peu plus de détente verticale. Ok. Ce qui fait que, j'étais très explosif, mais j'explosais de temps en temps, et puis d'autres fois, je m'explosais. C'est ça. Donc voilà, mon entraîneur, qu'on surnommait Beckenbauer, s'appelait. Okay. Voilà, elle avait dit à ma mère que je finirais en Ligue 1. Mais bon, il y en a très peu, hein, la sélection, c'est comme le handball, etc. Pour arriver à un haut niveau et durer, il y en a très peu, et c'est souvent la blessure qui arrête tout. Moi, je me suis pété les ligaments classiques, ligaments croisés et latéral, les spécialistes comprendront, une grosse blessure, plus le ménisque bien sûr, au handball à 17-18 ans. Fatalement, j'ai été soigné par un gougnafier à Angoulême, je me rappelle très bien. J'ai été rattrapé après à Bordeaux, mais j'ai pu revenir, j'ai mis 2 ans à revenir à un haut niveau. Et puis, fatalement, le chirurgien à Bordeaux m'a dit, je veux pas te revoir dans 2 ans. Hein. Mais non, on a 18 ans, pas moi. Et à 20 ans, ping, l'autre genou croisé. Donc là, le sport de haut niveau. J'ai dit stop. À mon époque, on revenait pas. Ouais. Donc c'était plus la peine, je m'amusais pas, j'avais peur de me blesser. Donc j'ai tout arrêté. Et sur ces entrefaites, j'ai connu ma femme aux Beaux-Arts. Okay. Parce que les études continuaient avec béquilles, plâtre, glace, rééducation. Entre parenthèses, j'ai connu tout le staff de l'Aviron Bayonnais, puisque j'étais à Bayonne. Yes. Et donc tous les soirs, j'allais faire du kiné avec l'équipe de l'Aviron Bayonnais, les gros qui étaient blessés et tout. Ils avaient des bras, c'était ma cuisse. Ils me ramenaient toujours à l'internat à Bayonne le soir, donc je connaissais toute l'équipe et tout. Donc c'était sympa, c'était une bonne période. Donc je pouvais faire la fête comme je voulais à Bayonne. J'avais toujours dans les bars 1 ou 2 rugbyman que je connaissais grâce au kiné, et donc je pouvais faire tous les excès que je voulais. J'étais toujours défendu par l'Aviron Bayonnais. C'était assez génial. La sauterelle défendue par un... Ouais. Ils se disaient, mais comment ça se fait? Bon, c'était l'époque où il y avait la Gisquet, qui était plus flinguette que moi, et qui était en équipe première quand même de l'Aviron Bayonnais. Donc c'était une époque où même les plus frêles pouvaient jouer au rugby à haut niveau. Maintenant, c'est plus la peine. Bon, enfin bon. Et me voilà parti aux Beaux-Arts de Bordeaux. Et là, je tombe amoureux de ma femme, qui était aussi aux Beaux-Arts, section graphique. Voilà. Okay. Et donc, j'ai arrêté le sport. Et très vite, après le diplôme, on a monté notre entreprise de graphisme et de design. Voilà. Et donc, t'es devenu designer, t'as été designer. Ouais. Alors, plutôt pour l'événementiel à Bordeaux. J'étais un bon designer, mais très besogneux. Il fallait que je travaille beaucoup pour avoir de bonnes idées. J'ai pas de talent. Donc le talent, c'est ce qui fait vraiment les derniers pourcents du métier. Moi, j'en avais pas, donc il fallait que je bosse énormément pour arriver à un niveau correct. Donc l'événementiel m'allait très bien. C'est-à-dire que même si je me plantais, c'était un stand qui durait 3-4 jours et qu'on démontait après. Donc il n'y avait pas trop de conséquences sur la vie des gens ou sur une usine qui fabrique à des centaines de milliers ce que vous avez créé, et puis qui se plante parce que l'idée est pas forcément super géniale et qui trouve pas son marché, quoi. Voilà. Donc ça, tu l'as compris rapidement qu'il fallait que tu bosses énormément pour avoir des idées. Je le voyais par rapport à mon copain qui m'avait fait monter, à Bordeaux. Lui, 2 coups de crayon, et puis il me sortait des justifications créatives qui partaient dans des délires. J'ai dit waouh, lui c'est un artiste, quoi. Et puis je le voyais bien au prof aussi. Moi, il fallait que je gratte. Et puis il me disait oui, c'est pas mal. Continue encore.
Bon, ok. Et je voyais bien, lui, il était perché par rapport à moi, quoi. Ouais. Moi, alors j'ai coutume de dire qu'au Beaux-Arts, je vais pas me faire des amis aux Beaux-Arts, mais il y a que, enfin, moi, je me sentais normal, c'est-à-dire t-shirt, jean, basket. Et au Beaux-Arts, j'avais l'impression qu'il y avait que des gens qui étaient vraiment très, très cassés, très perturbés. Ok. Et il fallait avoir un passé vraiment assez lourd pour être créatif, quoi, et montrer, sortir quelque chose de ses tripes. Moi, enfance heureuse. Enfin, je me sentais assez bien dans mes baskets, ce qui fait que j'étais pas assez fêlé, quoi, pour être un artiste. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu après. Ouais. Et ma femme, pareil, on s'est bien trouvé là-dessus. Voilà. Ok. Donc, voilà, on se droguait pas, on n'avait pas de tatouages partout, on peignait pas des femmes à poil ensanglantées, on n'avait pas été malmené étant jeune, ce qui fait qu'on n'avait pas trop de blessures et de revanche à prendre sur nous, sur les gens. Donc voilà. Okay. Les grands artistes, quand on regarde, ils ont souvent, je dis pas toujours, mais souvent des vies bizarroïdes, quoi, des enfances où il s'est passé beaucoup de choses pour eux, de négatifs, souvent, ou positifs. Voilà. Enfin, pour faire une généralité, mais ça peut arriver effectivement. Souvent, mais on regarde les grands artistes, souvent, ils vivent pas vieux, Mozart, quand on parle des musiciens, mais des peintres aussi, Van Gogh, ils ont vraiment des grosses fêlures, quoi, souvent. C'est ce qui fait leur génie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc pas génie. Ouais, donc pas génie, c'est ça. Ouais. Et puis ça a très bien marché pendant pas mal d'années. On a eu les clients qu'on voulait, dont Odile. J'ai travaillé avec Odile quand elle était toute jeune. Elle a commencé avec une belle et grande agence. Je salue Aymar de Blomac, qui m'a mis vraiment, qui nous a fait confiance. On a fait des beaux stands pour la région, je me rappelle, pour plein de projets. Et voilà, et ça marchait bien. On a eu les clients qu'on voulait sur Bordeaux. Puis à un moment donné, lassitude. Quand on est créatif, à mon époque, on se faisait un peu payer au lance-pierre, à part chez Territoire & Co, qui ont toujours été très rigoureux avec nous. Donc non, faut. On les salue. Ouais. Ça a duré combien de temps alors cette période de parce que tu une bonne quinzaine d'années. Ah ouais, quand même. Oui. Okay. Puis arrivé un moment, on tournait un peu en rond. On en avait marre d'être payé un peu lance-pierre, de réclamer l'argent que l'on méritait. Et puis, avec ma femme, il y avait quelque chose de très fort en commun, c'était le voyage, l'aventure, la découverte. Et donc moi j'avais déjà fait le tour d'Europe à pied quand j'étais jeune. Oui, c'est ça, oui, quand même. Ça on l'a pas encore mentionné, mais alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis bon allez, tiens, je vais aller faire le tour d'Europe à pied. Et est-ce que tu te donnes une limite de temps? Est-ce que tu pars avec de l'argent? Est-ce que comment ça se passe exactement? Non, j'ai jamais réclamé un centime de franc à mes parents. C'est toujours eux qui m'ont dit tiens, on te donne un petit peu si tu veux. Voilà, je me faisais un point d'honneur à pas demander d'argent. Ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, on a donné 500 € à ma fille qui a 20 ans, qui nous réclame jamais rien et qui fait des études et qui en a besoin, mais elle nous réclame jamais rien. Elle bosse, a fait des saisons, etc. Je me suis dit tiens, elle est comme moi. Et je me suis dit mince, faut que je lui donne quand même un peu parce qu'elle doit crever quand même un peu la dalle. Et elle nous le dit pas. Voilà, elle réclame rien. Et je referme la parenthèse. Et donc c'était on rembobine. C'était en 89. Je connaissais pas encore ma femme et le mur de Berlin tombe. J'étais animateur dans les clubs de vacances pour payer mes études et donc il tombe en 89, en novembre, je me rappelle. Et ça me fascine à la télé de voir ce mur qui tombe avec plein de gens qui déferlent à l'ouest, à Berlin. Le mec qui joue, je sais plus comment il s'appelait, qui joue du violoncelle. Ma grand-mère était concertiste, elle m'a appris la musique et elle jouait du violoncelle. Et puis t'as fait du piano aussi. Oui, j'ai fait du piano. T'as fait 2-3 trucs dans ta vie. Un peu curieux le gars. Mais je me dispersais pas mal, mais curieux de tout. Et en France, on aime bien les spécialistes. Moi, je suis un médecin généraliste. Je sais un peu tout. Mais je me spécialisais pas, je me dispersais un peu. On dit qu'on se disperse, mais en réalité, non, c'est qu'on est juste curieux. Mon fils est pareil. Je parlais de ma fille, il faut que je passe de mon fils. Parce que mon fils est pareil, il sait tout faire. Tout faire un peu. C'est ça. Voilà. Et donc, je regarde ces mecs qui sautent le mur, qui cassent le mur, qui prennent un petit morceau de mur. Et puis voilà, ça passe. Mais c'est ancré dans ma tête, ça me fascinait ce qu'il y avait de l'autre côté du mur.
Et puis, je fais une saison à Biarritz, au VVF de Biarritz, près du phare, là, sur la plage, la Chambre d'Amour, dans un grand bâtiment qui ressemble à un navire échoué sur la plage en béton. Belle architecture. Voilà. Et puis, la saison est longue parce que je fais les anciens au printemps, les vieux, les quarts de bus des anciens, les bus de 50 places des anciens. Et puis, les juilletistes, les familles, les Haussiens. Voilà. Et puis, je me retape les anciens en septembre. Et là, je pète un câble. Parce que quand vous avez fait les anciens au printemps, vous êtes très content de voir les jeunes en juillet, mais les gamins, c'est très remuant, etc. Les Haussiens, bon, on va dire que c'est plus les ouvriers, j'aime pas dire le peuple, mais il y a la masse, il y a beaucoup de gens, etc. Ça brasse beaucoup, et là on est fatigué. Et là on n'a plus trop de recul sur la situation, donc on est assez à vif. Et là, on commence à fatiguer. Et puis vous retapez les anciens au mois de septembre, les anciens qui sont des grands enfants. Et quand je serai vieux, et ça me pend au nez, je pense que je vais vouloir bouffer ce qui me reste à pleines dents. Donc pas dire bonjour, pas dire merci, et puis être toujours à fond, en groupe, se marrer, boire des bières, je le ferai aussi. Donc je serai un peu insupportable pour la jeune génération. Et là, j'en peux plus. J'en peux plus, fin septembre, mais je pète un câble. Je peux plus voir personne. Et là, je me dis, bon allez, je me barre, je prends mon sac à dos, je me barre. Mais où ? Et là, boum, mur de Berlin, aller à l'est. Ok, je me barre et puis je monte à Berlin, voir ce putain de mur, voir ce qui se passe à l'est, aller à Berlin-Est, aller en Allemagne de l'Est, aller voir là où je peux aller, en Yougoslavie à l'époque, etc. Et c'est là que j'ai appris que Berlin était enclavé dans l'Allemagne de l'Est. Et quand je suis arrivé à la frontière est-ouest, il y avait les Miradors et tout ça encore, ils n'avaient pas démonté. Je dis, je vais aller à Berlin, j'ai regardé une carte, mais il a fallu que je marche encore 100 bornes dans un corridor avec les miradors, les barbelés et tout, au bord d'une autoroute pour aller à Berlin-Ouest pour espérer voir ce mur tagué et tout. Voilà, j'y étais, puis je suis passé à Berlin-Est, puis après j'étais en Pologne, j'étais en Yougoslavie. J'ai tracé plein sud pour aller sur la mer, sur les bords de la mer Adriatique, en Croatie. À l'époque, c'était pas encore la Croatie. Puis il a fallu que je contourne l'Albanie parce qu'on pouvait pas rentrer en Albanie. Puis je suis remonté en Hollande, enfin en passant par l'Italie, la Suisse. J'ai fait un grand 8. J'ai fait un grand 8. Et puis un jour, dans un fossé, je me rappelle, j'avais bivouaqué près d'une autoroute. Je me suis dit, allez hop, j'en ai marre, je rentre. Un jour au bout de combien de temps 11 mois. J'ai pas calculé. Un bon 11 mois parce que j'ai pas passé 2 hivers dehors. Donc, mais le but c'était de partir et puis de bivouaquer dans la campagne. Voir personne. Moi, je voulais vraiment m'isoler. Et un jour, je me suis réveillé en me disant, mais ça fait 3 jours que j'ai pas ouvert la bouche, pas émis un son. Et ça fait drôle. Et redire bonjour. Alors, j'ai dit bonjour à un écureuil, voilà. Et c'est là qu'on commence à délirer. Donc, ceux qui ont vu Seul au monde qui parle à son ballon, ça m'est arrivé. J'ai parlé à un écureuil, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis, il m'est arrivé plein de petites aventures, plutôt des belles aventures. Et ça m'a reconnecté avec les autres, parce que quand je croisais des gens, pour moi, c'était un danger potentiel. Et tout entier, je me suis aperçu que les autres me voulaient que du bien, quoi. Jamais fait, alors j'ai eu du bol, j'ai jamais fait de mauvaises rencontres. Donc j'ai eu plein de gens qui m'ont accueilli dans leur grange pour dormir. Puis quand ils ont vu que j'étais un bon gars, allez, viens manger avec moi. Et puis ils m'ont fait visiter leurs trucs. Je me suis retrouvé vraiment dans des situations où les gens me donnaient tout. Alors c'est une phrase que tout le monde dit quand on voyage, mais ils m'ont tout donné alors qu'ils avaient pas grand chose au fin fond de la Roumanie. C'est souvent, c'est rigolo, souvent je sais pas, mais les personnes qui ont le moins qui vont donner le plus. C'est ce qu'on dit. Mais... Alors après, j'ai eu des gens qui avaient beaucoup, qui m'ont donné beaucoup. Aussi. Mais qui étaient heureux de partager, de donner. Et puis, voilà, je pense que j'ai réappris à aimer les autres et pas avoir peur de l'inconnu. Donc ça, c'est top. Ouais, c'est clair. Et puis, quand j'ai connu ma femme, je lui racontais toutes mes histoires. Je me rappelle, on avait des projets au Cameroun, etc. pour aller sur les traces de mon grand-père. Tiens, tout se tient. Hein. Et puis, on a voyagé, on n'a pas cessé de voyager avec elle. Voilà. Même pendant qu'on était
surchargé de boulot en graphisme et design. Ouais. On allait voyager. Dès qu'on gagnait un peu d'argent, on allait visiter un pays, sac à dos. Ok. Voilà, à la route. Ouais, c'est clair. Et puis, on a vu plein de gens Mhm. et de contrées. On allait là où les touristes n'allaient pas forcément. Mhm. Donc on prenait une bagnole, je m'en rappelle, et puis on s'arrêtait, on garait la voiture parce qu'on pouvait plus avancer en voiture. Donc on allait avancer en charrette ou à pied. Et puis à un moment donné, on pouvait plus avancer en charrette. Donc on allait, on laissait le sac à dos puis on allait à pied. Et puis c'était un tout petit sentier. Et puis au bout, soit il y avait un truc de dingue, Ouais. soit ça s'arrêtait, puis Ok. on faisait demi-tour. Ouais. Voilà. Mais on allait au bout du bout de ce qui était possible. Ok. Et puis des fois il y avait des belles rencontres. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'animait justement le fait d'aller au bout à chaque fois? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? C'est un peu, tu sais, j'ai un stage maintenant qui s'appelle Terra Incognita. Voilà, c'est Ouais. un peu ça. C'est l'explorateur, c'est le rêve, c'est l'Indiana Jones, quoi. C'est Mhm. le truc qui remonte un peu de l'enfance, parce que tout tient à l'enfance. Ouais. Et je pense que c'est ça, c'est d'aller explorer des trucs que personne n'a vu et que moi encore moins. Mhm. Mais maintenant, je suis pas contre aller visiter le Taj Mahal, Mhm. les grands monuments qu'il Ouais. faut impérativement voir avant de mourir. Ouais. Ouais. Donc, c'est d'aller voir ce qui me surprend. Ok. Voilà. Ouais. Et souvent, on peut être déçu. Voilà. Moi, Ouais, ce qui m'intéresse c'est dans le pas voyage, il y a deux techniques de voyager. C'est soit d'avoir le fric, beaucoup de fric, Mhm. et on peut speeder parce qu'on peut se permettre de prendre des avions qui vont très vite. On peut se permettre de polluer, puis après de compenser derrière en Ouais. donnant à des associations pour qu'ils compensent tout ce qu'on a fait de mal à la planète ou aux gens, de compenser avec notre fric. Et puis on n'a pas le temps, on speed, et puis on voit plein de choses en peu de temps, mais on rack. Mhm. Et puis on peut aller au même endroit que là où je vais, mais sans argent. Ouais. Par contre, sans argent, faut avoir le temps. Ouais. Voilà. Et il faut prendre le temps et il faut pas avoir peur de se tromper. Mhm. C'est-à-dire que des fois, moi, j'ai gaspillé 3, 4, 5 jours Ouais. à avoir fait le mauvais choix, quoi. Ouais. Et le temps d'y aller et de revenir, ça fait 5 jours. Et quand on a le temps, c'est aussi de l'argent, Mhm. mais qu'on utilise autrement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, moi, je suis entre les deux, là. J'ai un peu d'argent et j'ai un peu le temps. Ce qui fait que je fais un peu des deux. Voilà. Ok, super. Je reviens un peu sur le voyage en Europe à pied parce que je Ouais. trouve ça incroyable. Et t'avais quel âge quand tu y allais? T'avais 20. Alors, c'était en 90, je suis né en 68, 22. Ok, très Voilà. bien, 22, magnifique. Et j'imagine qu'il y a des moments où t'as eu peur, il y a des moments. J'avais tout le temps peur au début. C'est ça, ouais, parce que, faut J'avais- le faire, quoi. Ouais, j'avais tout le temps peur, mais des autres, pas de moi. Ouais. C'est-à-dire que Ok. dès que je croisais quelqu'un, je dis, ah là, allez, attention, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va me faire, est-ce qu'il va vouloir me dépouiller? Alors, j'avais Ouais. pas grand-chose. Ouais. Ma mère m'avait acheté des traveler chèques. Ok. Je sais pas si ça existe encore. Ouais. Donc, c'était un morceau de papier qui avait de valeur que pour moi. Quand j'allais à la banque retirer de l'argent, et je me vois encore 1 ou 2 fois y aller, retirer le minimum quand même pour Mhm. acheter un peu à manger. Voilà, fallait que je montre mon passeport pour que je puisse échanger ce morceau de papier Ouais. en Contre de argent Ouais. local. Donc j'avais peur qu'on me pique ça, Ouais. et puis mes affaires, etc. Donc j'avais peur de ça Mhm. essentiellement. Mhm. Donc le but c'était d'arriver, de jamais me faire planter, enfin d'arriver sans pouvoir en sortir dans des villes là où il y avait des gens. Mhm. Moi, fallait que j'arrive le soir dans un endroit le plus sauvage possible Mhm. pour que je sois le plus en sécurité possible. Ok. Voilà. Ouais. J'avais toujours peur de me faire dépouiller, etc., de me faire emmerder par la police, tout ça. Mhm. Je me suis jamais fait contrôler. Ok. Ouais. énorme. Alors que j'avais un gros couteau que je mettais bien, que j'exhibais bien sur ma cuisse, Ouais. qui faisait toute la longueur de ma cuisse, bien visible pour que les gens se disent ah oui, celui-là c'est un frappé fini, il a un gros couteau et il va le sortir si je m'approche de lui. Ouais. Parce que c'était mon assurance, quoi. Pour moi, c'était voilà, Bah ouais, j'étais sur la totalement, défensive constamment. Et puis progressivement, on baisse les armes et on se rend compte que l'immense majorité des gens, l'immense écrasante majorité des gens, est bienveillante, quoi. Mhm. Et après, avec le temps, avec l'expérience, on arrive à repérer les endroits, les situations, les personnes qui nous poseraient peut-être problème. Ok. Et au lieu d'affronter le problème, Ouais. on l'évite. Ok. C'est-à-dire qu'on s'enquille dans un endroit, on se dit oula, ça va pas. Ouais. Il y a tel ou tel ou tel indice qui me font dire que là,
Si je continue là, dans la seconde qui suit, j'aurais pas de quoi faire demi-tour et il peut peut-être m'arriver des problèmes. Okay. Donc hop, on fuit le problème. Ouais. Mais ces indices-là, tu les captes comment? C'est par sensation? Tu le ressens? Ouais, c'est des sons, c'est tout. Tout est en éveil quand on est un peu, j'allais dire dans la rue, dehors. Il y a les odeurs, il y a les bruits, il y a les sensations, il y a un peu tout. Il y a les regards des autres, parce que c'est souvent le problème vient de l'autre. En ville, je parle. Ouais. Puis en campagne, c'est pareil. Il y a les bruits, il y a le dénivelé, il y a la température, la météo, il y a tout qui joue. Voilà. Et ce qui fait que tout est un peu en éveil. Et la meilleure des solutions, c'est la prévention. Voilà. Ouais. Okay. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur moi et j'ai appris des autres. C'était assez intéressant. Bon, j'ai maigri pas mal aussi, parce que la vie en nature. J'ai te demandé, oui, t'as eu faim? Oui. Enfin, la question peut paraître bête, mais. Mais avec le recul et le souvenir que j'en ai, la faim n'a pas été un problème. Au début, oui. Puis après, on l'oublie. C'est plus un problème de manger ou de pas manger. On finit par manger. Pour moi, c'est pas ça. C'était vraiment. J'ai fait mon Into the Wild à moi, quoi. C'est ça. C'était vraiment la relation à l'autre qui me posait problème. J'étais en pleine crise d'adolescent, quoi, à 22 ans. Là, ça arrive beaucoup plus tard. Donc, donc j'ai fait mon petit Into the Wild à moi. Je pense qu'avoir été beaucoup plus intelligent que... Mince, j'ai oublié le nom du mec qui fait l'objet d'un véritable culte maintenant. Mike Horn. Non. Into the Wild, c'est un jeune. Ah oui. Mince. Je vais pas l'avoir. Ça, c'est pas bien, ça. Ça fait partie des références. Mais comme pour moi, c'est pas un dieu. Au contraire, c'est un petit con qui a fait toutes les erreurs qu'un adolescent peut faire, aussi extrêmes que ça, et ça l'a tué. Voilà. Ouais. Moi, j'avais ma mère et mes parents. Sean Penn? Non. Ça, c'est l'acteur, ça. Mais tu cherches qui, alors? Tu tapes Into the Wild. Ouais, c'est tapé. Et t'as le nom de l'acteur, du personnage qui a fait... Christopher McCandless. Voilà. Et il avait 22 ans. Voilà. Sauf que... Alors, on pourrait philosopher pendant 3 heures sur ce qu'il a fait. Pour moi, il a fait connerie sur connerie. Et ça finit par le tuer. Parce qu'il a idéalisé le monde sauvage, la nature, la vie dans la nature. Et en réalité, la nature est beaucoup... C'est pas qu'elle est hostile, mais elle est beaucoup plus puissante que nous. Et beaucoup plus puissante que quelqu'un qui ne sait pas la décoder. Et lui, il savait rien, à part avoir un bouquin et puis l'idéaliser un peu. Il a fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire, et la nature l'a broyé comme un rouleau compresseur qui ne s'arrête jamais. Et il y a un moment donné, la nature l'a rattrapé, et puis elle l'a broyé. Elle a pas eu de compassion, quoi. Voilà. Et lui, il avait pas de billet retour. Moi, ma mère m'avait acheté un billet interrail où je pouvais prendre n'importe quel train. Ça existe encore, les jeunes me le disent. Exactement. Et rentrer n'importe quand. Donc j'avais ma porte de sortie. C'est ça. Ouais. Et intellectuellement, mentalement, c'est important de se dire je peux arrêter quand je veux. Et un matin, j'en ai eu marre. Moi, je me rappelle, il faisait très froid. J'avais une pomme dans ma poche. Bon, et puis je me suis dit, j'en ai marre, je rentre. Je crois que j'étais en Belgique. J'ai gravi le petit talus. Il y avait une bretelle d'autoroute. Me suis mis sur la bretelle, j'ai fait du stop. Je me dis, en attendant qu'il y ait une voiture qui me prenne, je vais manger une pomme. Je vais manger ma pomme. J'ai pas eu le temps de mordre dedans. La première voiture s'est arrêtée. J'ai dit, là, c'est le destin, ça. C'était la première fois que je faisais du stop. Bon. Il m'a dit, où tu vas? Je rentre. Il me dit, moi, je vais au Luxembourg. Bon, j'ai regardé, c'était un peu sur le sud. Allez, hop. Plein sud, j'habitais à Angoulême à l'époque. Et en 3 jours, je suis rentré avec les routiers. Ah oui, donc tu as fait du stop tout le long. Oui. Quand j'ai décidé, et en 3 jours, je suis rentré. Et c'est les derniers 100 km qui m'ont donné le plus de fil à retordre. Parce qu'on m'a mis sur une petite route départementale du côté de Limoges. Limoges-Angoulême, c'est pas loin, mais ça fait quand même 100 bornes ou 80, je sais plus. Et c'était une petite départementale où il y avait personne. Et je me la suis tapée à 95% à pied, quoi. Et alors, on est très proche de l'arrivée, donc envie d'arriver, et ça n'avance pas. Là, j'en ai chié. Quand j'ai frappé à la maison de mes parents, ma mère m'a ouvert, elle m'a pas reconnu.
J'avais maigri, j'avais la barbe, j'étais tout poisseux sûrement, un clodo, Ouais. quoi. Et elle m'a dit, non, je veux rien acheter. Elle m'a claqué la porte au nez. J'ai dit, maman, c'est moi. Elle m'attendait pas, parce qu'à l'époque, faut revenir dans le contexte, il n'y avait pas de portable, j'avais pas dit que je rentrais, ouais. C'était à l'époque où on disait, si je donne pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Ok, ouais. Voilà. Alors que maintenant, on fait l'inverse. Oui, c'est ça. Et voilà. Et après, j'ai raconté, mais heure par heure, mon périple pendant 1 an. Je me rappelle, c'était clair dans ma vie. C'était clair dans ma tête. Ouais. Je pouvais raconter, mais heure par heure, ce qui m'était arrivé. Ça a duré toute une après-midi. Et je me suis assis sur une chaise. Ah, une chaise, le luxe. Yes. Le soir venu, je me suis mis dans un lit. J'avais l'impression d'être vraiment dans de la ouate, dans un cocon. Oh, c'était bon. Bon, ça m'a duré 8 jours, puis après on reprend les habitudes d'hommes civilisés vivant dans le luxe, incroyable. Ouais, j'ai faim, j'ouvre le frigo. Oh, j'ai pas faim, je ferme le frigo. Oh, j'ai refaim, je rouvre le frigo. Oh, incroyable, je peux manger quand je veux. C'était incroyable cette sensation. Et là, j'ai compris qu'on vivait dans un luxe, mais incroyable. Voilà. Je te crois, carrément. Voilà. Et puis... surtout, j'y pense moi, parce que j'ai vécu 2 mois en Inde, dans le sud-ouest, dans le Kerala, et on vivait chez les gens. Alors dans le Kerala, c'est pas la pire des régions en Inde. Clairement pas. C'est même l'une des meilleures. Je le sais. On est allé à Mumbai aussi avec des amis, et on voit la différence. Et puis on n'est pas allé dans le nord. Mais quand même, vivre chez l'habitant, se doucher à l'eau froide, etc. Quand je suis revenu en France, les premières douches à l'eau chaude, parce que là-bas la nuit il faisait 10-15 degrés à la période où on était. Ah, t'étais dans la région où ils cultivent le thé. Exactement. Je connais bien. Et donc le matin la douche était froide. Donc bref, les premières douches en France avec de l'eau chaude, avec un petit confort. Mais comme tu dis, ça a duré quelques jours et puis après. Après on reprend nos habitudes d'enfants gâtés. C'est ça, exactement. À Mumbai, j'étais en tôle. Elle était inattendue celle-ci. Je connais bien l'aéroport et le commissariat de Mumbai. Pourquoi parce que j'ai envie de savoir. T'as 2 heures. Non, en gros, j'ai un stage alors qui est tout le temps plein d'une année sur l'autre, qui s'appelle Terra Incognita, où j'amène des clients dans une destination qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Donc ils me font un gros chèque. Et puis ils me font confiance. Incroyable. Et c'est le stage de survie à l'étranger qui fonctionne le mieux. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont une part de résilience en eux que même moi, je sais pas. C'est ce que je leur dis. En tant que client, je sais pas si j'oserais faire ce que vous faites. Et ils me font confiance. Et puis on va dans un endroit au bout des routes, qui est au bout des chemins, qui est au bout des sentiers. Et je les amène faire 4 nuits au moins minimum, des fois 5, ça dépend des endroits, dans un endroit méconnu du monde, voire inconnu. Il y a même des stages où on a été dans des endroits où l'homme blanc n'avait jamais mis le pied. Donc voilà. Et là, il y a une année, c'était dans le Meghalaya. C'est un petit état à l'extrême est de l'Inde, alors loin de Bombay et du Kerala. Mais pour le repérage, il faut bien que j'y aille repérer quelque part tout ça. Donc, donc je passe mon temps, je vais pas me plaindre, je dis pas à voyager pour aller repérer des endroits comme ça, pour me dire tiens l'année prochaine où je vais les amener, parce qu'il y a des gens, ça fait 5, 6, 7 stages qu'ils font avec moi, donc faut que je les surprenne toujours. Et puis c'est cool parce que toi au final tu te renouvelles aussi. Ça et puis je suis obligé de les surprendre. C'est ça. Donc je me creuse la tête tous les ans, moi et ma femme, pour me dire où est-ce qu'on va les amener, quoi. Et puis cette année, on me sort une info, le Meghalaya, etc. C'est bien. Bon, c'est où? Je regarde sur la carte. Waouh, extrême est de l'Inde. C'est vrai que là, il y a pas un touriste, rien. C'est au nord du Bangladesh. Vous regarderez. C'est la région où il pleut le plus au monde. Je crois qu'il pleut 13 ou 14 mètres au mètre cube par an. Donc une jungle luxuriante. Impénétrable. Bon, mais je me dis quand même, je vais commencer par le Kerala. Enfin, bon, je passe les détails. Je vais avec mes clients là-bas et on a eu une grosse galère d'aéroport en Arabie Saoudite, etc. Obligé de changer. Et nous voilà, au lieu de passer par Delhi, on passe par Bombay pour prendre un avion au Kerala, au Meghalaya, pour le Meghalaya. Et là, j'avais un téléphone satellite parce que la région où on allait, le téléphone passe pas. Si jamais il y a un problème, il faut que je puisse communiquer les secours, etc. Je prévois toujours le fait de jamais tomber en vraie situation de survie quand on fait un stage de survie. C'est le b.a.-ba.
Et là, on venait de faire casser la tirelire avec ma femme, acheter un beau téléphone satellite à plus de 1 000 €, 1 400 €. Donc, je l'avais gardé bien précieusement dans mon bagage cabine. Et en Inde, le téléphone satellite est interdit. Voilà. Et ce qui fait qu'au dernier avion, alors j'ai passé, je sais pas combien de contrôles, en Inde compris, au dernier avion, le mec de l'aéroport fait un peu de zèle. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est mon téléphone. Et puis là, il découvre que c'est satellite. Et là, la machine s'emballe. C'est Ah oui, puis là, t'en as 15 qui arrivent autour pour ça. Ah oui, oui. C'est ça, j'ai vécu la même chose. Voilà. Et je comprends vite que l'avion, je vais le rater. Ouais. Ils me font signer un papier. Je dis, oui, voilà, le papier, c'est en anglais, comme quoi c'est interdit. Je ne le savais pas. Je dis, oui, je ne le savais pas. Saisie du matos. Oui. Je commence à me résoudre à perdre 1 400 €. Tout neuf, le truc. Et puis, il faut venir faut aller au commissariat. Bon, ok, mais je prendrai quel avion? L'autre, le lendemain, peut-être. Je dis quoi, peut-être? Et oui, parce qu'en Inde, c'est le système anglo-saxon. Les flics arrêtent et les juges jugent et condamnent. Donc, faut passer devant un juge. Donc, faut avoir un créneau pour que le juge nous juge. Mais quand est-ce que le juge voudra bien vous juger? Ça peut prendre 24, 48 heures, 72 heures. Je dis, mais non, moi, j'ai des clients qui sont là. Et là, il y a un film comme ça où le mec il se fait arrêter à l'aéroport et il passe des années en tôle pour détention de drogue. Enfin, il s'est fait avoir, c'était une mule. Et là, je me dis, je voyais pas le bout du tunnel. À un moment donné, interrogatoire. 3 mecs moustachus en uniforme devant vous et yes or no. Vous pouvez répéter la question? I don't understand what you say. Yes or no. Je comprends rien. À un moment donné, je bloque. Je dis, je ne parlerai que en présence de l'ambassade de France. Il me faut l'ambassadeur de France. Bon, et puis au bout d'une demi-heure, l'ambassadeur arrive, le consul arrive. Il me dit, voilà ce qui se passe et tout. Je dis, mais je comprends rien ce qu'ils veulent me faire signer ou me faire dire. Alors, il parle en anglais. L'autre, il me dit, mais il vous parle en anglais? Je dis, ça, c'est de l'anglais? Je dis, mais je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. C'était de l'anglais. Il me parlait en anglais depuis 1 heure. Et il m'a compris il m'a fait, bien expliquer la procédure. Et un coup de bol parce que j'ai fait le forcing où ils ont été un peu attendris. Je suis passé devant le juge le lendemain, mais il a fallu passer la nuit. Donc là, une belle cellule qui sent la pisse et tout. Le bonheur. Voilà, le bonheur. Et je suis passé devant le juge. Je pourrais détailler encore. Au coin du feu pendant un stage, je détaille, ça dure 2 heures. J'ai été condamné à payer 40 € d'amende. Voilà. Est-ce que tu as récupéré ton téléphone satellitaire? Ah non. Merde. Voilà. Dommage. Non. Et le flic qui m'a arrêté, il m'avait pris en sympathie, il voulait qu'on mange ensemble à la fin. J'ai dit, c'est ça. Indien, quoi. J'adore. Et j'en ai des dizaines d'anecdotes. Bien sûr, quand on voyage comme ça et quand on se met en danger un peu, on s'éloigne de sa zone de confort, de son appartement, de sa télé et compagnie. Il nous arrive plein d'anecdotes, mais ça fait des trucs à raconter. C'est ça qui est bien. Ce qu'on retient des voyages, c'est tout ça. À la fin. Donc des grands moments de galère deviennent, on en est fier à la fin. Ouais, totalement. Voilà. Ok. Et bon, on arrive. Souvent. Tu vas nous en raconter d'autres de toute façon. Juste pour revenir, parce qu'au final, on n'est pas reparti au début des stages de survie, en fait. On fait des allers-retours dans ta vie. Alors. Mais à quel moment vous dites, en fait, on se lance, on y va. Donc tu vous vois, ça y est, j'ai passé 1 heure en tôle. J'ai dit vous? Ouais. Ah ouais, j'ai dit vous. J'ai passé Non, mais vous, ta femme et toi. Bien rattrapé. Alors on est 2, on fait du graphisme, ça marche pas trop mal, etc. Et puis un jour, franchement, une petite période de déprime. J'en ai marre parce que on a beaucoup d'argent dehors. Tout compte fait, on est les banquiers de nos clients. J'en ai marre de quémander mon argent, quoi. Franchement. Et puis j'avais fait le tour de la question. Je me retrouve, je sais pas comment, dans un bar avec un mec que je connaissais pas, qui faisait de l'événementiel, ça je m'en rappelle. Et puis on boit 1 bière, 2 bières, 3 bières, puis je m'étale un peu. Je raconte ma vie, et puis il me dit, mais toi, tu voulais être archéologue quand t'étais petit, tu sais faire du feuille de morceaux de bois, tu sais faire des arcs, des flèches, des cabanes, tout ça. Enfin bon, il commence à me valoriser un petit peu, mais il me dit, mais pourquoi tu fais pas des stages de survie? Il y a 17 ans de ça. Ouais. J'ai tilt, la petite lumière qui s'éclaire dans la tête, Tex Avery, là, ting, mais je dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, bien sûr. Allez, 1 bière de plus.
Et le lendemain, je dis ça à ma femme, un peu en gueule de bois. Avec un petit Elle me dit ouais, pourquoi pas. Bah, j'ai dit oui, on a tout, tout, mais on le savait pas. J'ai le savoir-faire. Pas mal d'expérience de baroudeur. Ouais. Je sais faire du feu, les techniques de survie. Pour moi, j'ai l'impression de maîtriser, prendre un cap, etc. Ma femme est graphiste, donc elle sait monter des sites internet, faire de la pub, quoi. Donc toute l'image de l'entreprise. En plus, elle possède une ferme. Enfin, sa famille possède une ferme dans le Périgord avec des bois. Enfin bon, on possédait toutes plein de pièces de puzzles, sauf qu'on les avait jamais assemblées, ces pièces de puzzles. Et quand on les a assemblées, mais en 10 minutes, quoi, ça a donné spécialiste de la survie, stage de survie. Ouais. On a regardé sur Internet, il y avait personne. Personne faisait des stages de survie pour les civils en France. J'ai dit, Ezou, bingo, quoi. Ouais. Allez, hop, on a fait un blog sur Blogspot à l'époque. Yes. Très vite fait, on a monté 2-3 dates. Et très très vite, au bout de 2 jours, allô monsieur, oui, on voudrait s'inscrire. Oh, incroyable. Okay. Et puis on a monté 3-4 sites, 3-4 dates comme ça. Et au bout de 6 mois, il y a Arte qui nous a téléphoné pour faire un reportage sur comment survivre en nature. Ils voulaient nous emmener sur le bassin d'Arcachon, l'acrobranche là. Ouais. J'ai dit mais non, si vous voulez survivre en nature, on va pas aller dans un acrobranche. Ouais, avec tout le respect que je dois, oui, bien sûr. Voilà, mais je vais vous emmener au fin fond des Landes, dans des régions que je connais, là, du côté de Mios, où les moustiques, ils vous empalent, ils vous piquent pas, et puis on se croirait en plein cœur de la Guyane. Là, vous allez voir, là, c'est la nature toute puissante, quoi. Ah, super, super. Et Arte est venu faire un reportage sur nous, sur Xenius. C'est une émission qui existe encore. J'ai même vu les animateurs, les journalistes qui travaillent encore. Ok. Et voilà, ça nous a fait un peu de pub, c'est pas le 20h de TF1, mais ça crédibilise bien. Ouais. Et puis, on a commencé à être un peu médiatisé, comme on était les seuls. Ça a très, très vite marché. Et on a monté 3-4 dates. L'année d'après, 10 dates. L'année d'après, 20. Et puis, on en est à 130 stages par an, maintenant. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Donc, parce que ce qu'on dira aussi, c'est que t'es pas tout seul pour le coup dans l'équipe, vous êtes quelques-uns. Ouais. Un petit peu, ouais. Parce que j'étais dans ma tête, c'est pas toi qui fais les 130 dans l'année, quoi. Non. Mais moi, j'en ai fait seul presque 500. Ok, ouais, c'est ça. Je les ai pas trop bien comptés, mais grosso modo, entre 450 et 500. Hein. Ok. Et je continue encore, bien sûr. Ouais. Et tu le vis comment alors au début quand tu te dis en fait notre puzzle on l'a assemblé et au final il plaît aussi à autrui. Est-ce que c'est génial de partager. Ouais. On se dit tiens on a eu une bonne idée parce qu'on en a eu plein des idées. On a monté, on est des créateurs. Hein, on a fait les beaux-arts, je rappelle. Donc 2 idées à la seconde quoi. Ouais. Mais je sais plus qui est-ce qui disait l'important. Enfin le talent. Je reviens au talent. Le talent c'est 2% d'idées et 98% de travail quoi. Ouais. Et là, boum, on a touché une bonne idée. Donc après, il a fallu bosser derrière. On avait chopé les 2% au moment. Mais c'est tout ce qui m'a forgé, ce qui a forgé ma femme aussi, qui a fait que les 98% de travail ont été très faciles parce qu'on avait déjà assemblé, amassé beaucoup de savoir-faire et beaucoup de compétences, ce qui fait que le travail, on l'avait quasiment fait. Ouais. Et très vite, les 98% ont été faits en quelques jours, quoi. Okay. Après, il a fallu s'y atteler et être constant et s'améliorer constamment parce que si j'ai appris un truc, c'est que en survie, on ne sait jamais tout et on est tout le temps en train d'apprendre. Ça, c'est pénible. Hein. On voit jamais le fond du puits. Hein. Il y a toujours un truc à savoir et il y a toujours un mec qu'on se dit, lui, il vient de la ville, il connaît rien, je vais lui apprendre plein de choses. Boum, il nous apprend un truc. Donc, et on se dit, ah bah mince, lui que je croyais très nul, et tout compte fait, il m'a appris un truc en technique de survie. Et on apprend de tout le monde. Et ça, c'est génial. Ah bah ouais. Parce que là, je rigole, mais c'est génial d'apprendre toujours tout un petit peu et surtout de restituer ce savoir aux autres. Voilà. Ouais, et dans chaque session, aussi petite, aussi facile soit-elle, un week-end dans le Périgord, un bivouac dans les bois comme ça d'une nuit où on va manger 3 fraises des bois et les gens vont être au bout de leur vie, tout compte fait, ils vont m'apprendre quelque chose. Ouais. Moi, j'ai coutume de dire que j'apprends toujours une chose par stage, au moins. Okay. Et j'espère que je leur en apprends un peu plus, mais voilà. Et faut être ouvert. Ouais. C'est jamais fini, jamais fini. Ouais. Le savoir est immense et sans fin. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, on est 16. Ok. Voilà, des gens que j'ai formés, qui sont pas venus de zéro. Hein. Ils ont tous leur expérience. Ouais. Ils ont tous fait des trucs incroyables. Et puis après, on a tous un tronc commun faire du feu, avoir un abri correct, faire de l'eau potable, trouver à manger, la psychologie de groupe, comment constituer son groupe, le driver, l'amener là où on veut l'amener.
pour que les gens s'éclatent et apprennent des choses, avoir vraiment l'état d'esprit que je veux que les stages aient, et puis une fois qu'ils sont formés, alors ça peut durer quelques mois comme quelques années, allez, ils ont un groupe, alors on les largue pas comme ça avec 10 personnes, hein, ils viennent en complément, en formation, et puis il y en a qui en font leur métier, ils sont pas tous à temps plein, mais il y en a 5-6 dans l'entreprise qui tournent bien et qui travaillent qu'avec nous. Ok. Voilà. Canon. Et c'est une bonne aventure humaine aussi. Mais totalement, parce que je me dis en fait au-delà au-delà de la survie qui est déjà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Après, c'est la gestion d'un groupe et surtout la gestion d'un groupe qui va affronter des peurs, qui va affronter des conflits, et là t'es dans la gestion de l'humain et t'es plus dans la gestion de la nature, quoi. Mais oui. Quand on est tout seul comme moi j'ai été en faisant mon tour d'Europe, quand on prend la mauvaise décision, ce que j'en ai pris, on s'en prend qu'à soi-même. Oui. Voilà. Quand on est en groupe, quelle décision prendre? Et là, tout se complique. Et comment t'as géré ça, justement? À force de voir les groupes et d'être avec eux, moi, avant, au début, c'était facile. Alors, j'avais besoin je pense, c'est normal, quand on commence une activité, dire, regardez comme je suis fort. Regardez comme je suis compétent. Donc, on montrait beaucoup. Je montrais que je savais faire du feu en 2 minutes avec 2 morceaux de bois, etc. Et les gens étaient en demande. Oh, qu'est-ce qu'il est fort et tout. Et puis avec l'expérience, tout compte fait, je montre de moins en moins. Et je dis à mes gars et mes filles, surtout, moins vous montrez, plus le stage est réussi. Okay. Il faut mettre les gens sur les rails et leur montrer comment il faut faire avec quel outil, mais sans carrément arriver à la finalité du truc. Faut que ce soit les gens qui y arrivent. Donc nous, on est là comme des béquilles, comme des passeurs d'informations, comme une boîte à outils, et les gens se servent de nous pour arriver au résultat auquel on veut qu'ils arrivent. C'est de la psychologie. Hein. Et quand ils y arrivent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, ils viennent me voir et me disent « Mais Denis, mais on te paye à quoi faire? À rien faire. » Et j'y écoute. Si tout le week-end, je reste près de mon arbre, à l'ombre, et que je vous regarde faire sans rien faire, le stage est génial. Moi, j'ai rien fichu, je suis payé à rien foutre. Et vous avez tout fait. Et vous êtes arrivé là où je voulais que vous arriviez. Génial. Alors, si vous avez l'impression, en plus que c'est sans moi, vous appropriez carrément les techniques et le stage, et c'est réussi pour moi. Si je suis là à vous montrer tout, à vous dire regardez comment il faut faire, etc., c'est que vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas curieux, et vous vous impliquez pas, et vous êtes juste passif. Autant rester devant sa télé, à regarder Bear Grylls, faire ses conneries, et puis être passif, quoi. Voilà. Et aucun intérêt pour moi. Voilà. Donc le but c'est de les rendre les plus curieux possibles et les plus actifs possibles. Et puis nous on est juste là pour les mettre sur les rails et les faire aller là où on veut. Ok, voilà. Génial. Et sur tes alors il y a plein de choses qui m'arrivent en tête aussi. T'as écrit des livres aussi. Et tu vas nous en parler. Et sur tes donc on va commencer par ça. Alors pourquoi t'as voulu écrire des livres? Alors aventure incroyable. C'est reparti. Christelle, mon amie, ma sœur, je sais pas, j'arrive pas à qualifier en privé, je dis d'autres mots, mais faut pas, ma femme va être jalouse. Non, j'ai tout fait avec Christelle, sauf ce qu'il faut pas faire quand on est marié. Sauf ce que tu fais avec ta femme, voilà. Voilà. Christelle Gauzet qui a gagné Koh-Lanta en 2008, je le fais court, je l'ai connue après, et puis voilà, c'est une grande histoire d'amitié qui se poursuit et qui perdure et qui va durer, j'espère, encore très 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 longtemps. Épisode 24 pour ceux qui nous écoutes, parce que donc je l'ai reçu sur le pompon, épisode 24, voilà. Belle personne et inspirante aussi. Exactement. Avec Lee. Un jour, on fait notre team building à nous, parce qu'on reçoit des entreprises pour faire des team building, la cohésion d'équipe, l'entraide, etc. C'est des belles valeurs qu'on véhicule. Et puis, on passait notre week-end à s'échanger des infos, etc. Et Christelle me dit, tiens, non, c'est un peu plus compliqué. Ma femme me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé un livre et les gens nous conseillent, nous demandent toujours conseil pour les livres, pour tout, les équipements. Et on avait l'habitude de dire, tiens, faut acheter tel livre. Et puis là, ma femme me dit, regarde, j'ai trouvé un livre qui me semble bien. Et je l'avais lu avant notre team building à nous. Et je dis, il n'y a pas d'erreur dedans, ce qui était assez, il me semblait vraiment très intéressant, sans erreur, surtout sur les pages du feu. Ma spécialité, c'est faire du feu. Et c'était très bien décrit. Je dis, c'est ce livre qu'il faut maintenant conseiller. Je le dis à mon équipe. Je dis, maintenant, on conseille plus ce livre-là, on conseille celui-là.
Et Christelle me dit, ils sont à Paris et tout. Elle habitait à Paris à l'époque. Elle dit, mais je vais aller voir la maison d'édition, puis il faut en acheter, puis on va le revendre à la fin des stages. Je dis, oui, si tu veux. Elle s'occupe de ce dossier-là. Et puis, 3-4 mois après, elle me dit, tu sais, j'ai eu un rendez-vous avec la maison d'édition, ils veulent te rencontrer et tout. Bon, je monte à Paris régulièrement pour des rendez-vous sur les boîtes de prod, sur les entreprises, etc. Boum, j'y vais avec elle. Très sympa, très simple, c'est génial. Vous voulez nous en acheter 50? Bah oui, et puis comme ça, on les revendra à nos clients parce que votre livre est vraiment bien. Et puis la responsable d'édition me dit, mais pourquoi vous écrivez pas un livre, vous? Je dis, mais moi, mais non, vous savez pas mon cursus scolaire. Et vas-y, je raconte, le CAP, tout ça. Vous savez, mon niveau en français. Mais elle me dit, vous racontez super bien votre vie. Enfin, j'espère que ça sera le même chez Pompon. Mais elle me dit, faut mettre un peu de vous, un livre très personnel qui raconte votre cursus et puis vos expériences et puis les techniques de survie. Je dis, vous me flattez, mais bon, je vais essayer, franchement. Et je me suis pris au jeu, j'ai écrit 30 pages assez vite, je l'ai balancé à la maison d'édition, qui m'a dit, mais c'est bien. Je dis, vous foutez de ma gueule. Ça va être bourré de fautes. Avec un accent italien ou pas? Ouais. Comme ton prof. Ça va être bourré de fautes, d'orthographe. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, il y a Word qui existe, et puis on vous mettra une correctrice qui va vous corriger vos fautes. Mais je dis, mais les fautes de syntaxe et tout, elle me dit, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais pareil, on relira. Donc, ils m'ont mis une correctrice France, que je salue, qui fait plus partie de cette maison d'édition. Et là, j'ai vraiment apprécié parce que il m'a fallu 1 an pour l'écrire. Oui, ça s'écrit pas comme ça. J'ai perdu 2 dixièmes, donc j'ai mis des lunettes, 2 dixièmes aux yeux. Donc je mets des lunettes pour voir de près. Je dis que c'est parce que j'ai écrit un livre, mais je pense que c'est la vieillesse. Et puis voilà, et elle m'a relu et toutes les corrections, elle me les a mis dans la marge Word, pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai vraiment apprécié parce qu'elle me corrigeait pas mon texte. Si j'avais marqué les ficelles sans S, c'est pas vrai parce que Word vous le met, mais elle me mettait, je crois que vous voulez dire plusieurs ficelles, donc peut-être qu'il faudrait rajouter un S, quoi. C'était à peu près ça. Et donc c'était elle te met un S, et c'était à moi de corriger la faute. Et c'est marrant, c'est ce que toi tu fais en stage de survie en fait, qu'elle t'a fait sur ton bouquin au final. Et elle m'a jamais dépossédé de mon texte. Et c'était vraiment agréable. Et puis j'étais fier quand j'ai amené le livre à ma mère, quand j'ai été vendu chez Mola. Mais le selfie, quoi. Mais mes enfants, ma femme étaient aussi fiers que moi, quoi. Ils cherchaient le livre, ils demandaient à tout le monde, j'ai la honte, quoi. Et puis quand ils l'ont trouvé chez moi là, il était en bas à droite, une petite étagère, ils se sont pris en selfie, c'était tout fier. Voilà, c'est génial, c'est une belle aventure et je pensais vraiment pas en être capable. Et puis Denis, c'est génial, il se vend bien ton livre, écris-en un deuxième. Sur la survie en ville. Alors là, les rapports humains encore plus. Il y a vraiment mis en. Il y a quoi derrière pour toi la survie en ville? C'est rigolo de dire ça. Pour moi, c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire on utilise la même façon de réfléchir, mais les solutions sont pas les mêmes. Les problèmes sont pas les mêmes, mais le logiciel, la façon de décortiquer les problèmes est exactement la même que la survie en nature. Voilà, sauf que faire du feu en ville, c'est pas forcément un souci. Il y a toujours un briquet, un fumeur. Enfin, le feu est beaucoup plus accessible qu'en nature brute si on n'a pas de feu. Mais par contre, c'est les rapports humains. Et c'est comment ne pas se faire braquer ou si on n'a pas d'eau courante, si on n'a pas de gaz. Les gens me disent, si j'ai pas d'électricité, j'ai pas de lumière. Ah oui, non, mais tes volets roulants ne marchent plus. Est-ce que quand la panne est arrivée, est-ce que les volets roulants étaient en bas ou en haut? Est-ce que tu es dans le noir ou dans la lumière? Est-ce que la chaudière à gaz ne marche plus non plus parce qu'il faut de l'électricité? L'eau courante non plus parce qu'il y a des pompes électriques qui remontent l'eau pour qu'on ait de l'eau au robinet. Donc c'est pas parce qu'on n'a plus d'électricité qu'on a tout le reste et tout s'enchaîne. Et puis tous les problèmes comme ça sont pas tellement compris par les gens. Puis s'il y a un tremblement de terre, s'il y a tous les problèmes, en gros, plus on est soudé, mieux c'est. Voilà. Mais j'explique, qu'est-ce que c'est qu'une ville, pourquoi on a constitué une ville, enfin, plein de problèmes qu'il n'y a pas dans la nature. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a créé les villes pour mieux être armés et être plus fort contre la nature. Et en
en gros, on a résolu beaucoup de problèmes, mais on en a créé d'autres. Et des fois, les problèmes qu'on a créés parce qu'on est en ville les uns sur les autres sont plus grands que ceux qu'on a résolus en étant éloigné de la nature. Voilà, en gros. Puis je fais ma petite psychologie à 2 balles. Hein, j'ai pas fait philo, mais il y a des parallèles, il y a du storytelling, voilà, que j'aime bien, et qui me parle. Donc j'espère que ça parle aux autres. Voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait un livre sur l'orientation, un livre pour les enfants, traduit en chinois et en américain. Monsieur, joli, incroyable, en chinois. Marché chinois, plus d'1 milliard de personnes. Bon, il est édité à 10 000 exemplaires pour l'instant, mais on va voir. Hein, mes droits d'auteur. Ouais, c'est rigolo, c'est flatteur. Enfin, plein de choses incroyables dont je pensais pas que ça m'arriverait dans la vie. Donc tout compte fait, c'est super. Alors voilà, j'ai de la bouteille, je le prends avec le sourire, c'est super gratifiant. Ça me serait arrivé à 20 ans. Je comprends maintenant les gens qui prennent le melon parce que il y a la notoriété où le succès arrive très vite. Alors moi, c'est un succès mesuré dans mon petit secteur d'activité. Mais c'est génial. Alors je prends avec beaucoup de recul et beaucoup d'amusement et beaucoup de fierté quand même. Voilà. Bah, je vais te poser la question, tu as sorti le mot, mais de quoi tu es le plus fier au final dans tout ce que tu as fait? Alors ça, bonne question, j'en sais rien. Je sais pas. Alors si, mais c'est bateau, mais c'est pas professionnel. Je suis marié avec ma femme depuis plus de 25 ans. Et je me rends compte qu'autour de moi, j'ai fait 2 beaux enfants. Franchement, mes enfants sont top. Ma fille est belle à mourir. Mon fils il est énervant tellement qu'il est doué. Voilà, ça c'est vraiment génial. Et puis je pense que je suis fier parce que j'ai la vie que je veux. Je suis indépendant, je dépends de personne. Avec ma femme, on a toujours été indépendant, jamais salarié, parce que c'était ça que l'on voulait. Et on a été au bout de nos idées. Voilà. Et alors je dirais quand je serai encore plus vieux, mais j'espère être fier et de dire que j'ai pas grand-chose à regretter. J'ai été au bout, je me suis planté comme tout le monde, mais j'ai au moins été au bout de mes idées, de mes convictions, de mes désirs, et puis ça a marché. J'ai des grandes frustrations, hein. J'aurais voulu être sportif de haut niveau pendant 10 ans, avoir une belle carrière, être en équipe de France et compagnie. J'aurais voulu être beaucoup plus musclé pour plaire encore plus aux filles quand j'étais jeune. Ça, c'est des grands trucs que j'aurais et que je pourrais plus avoir. Comme tout le monde, hein, j'ai mes failles, j'ai mes blessures, etc. Mais au moins, j'ai été au bout. J'ai fait du sport à outrance parce que ça me plaisait. Je me révélais, je me trouvais dans le sport. Ça m'a cassé. Mais littéralement pour le physiquement. Mais j'y étais au bout. Voilà. Et puis je regrette pas. J'aurais pas été au bout, j'aurais toujours le regret de pas avoir essayé. Voilà, j'ai essayé, ça a pas marché, tant pis. Allez, hop, je réfléchis, qu'est-ce qui m'épanouirait, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Allez, j'ai une autre idée, j'y vais. Et puis là, on a eu de la chance, pas d'études marketing quand on a monté ça. C'était vraiment une idée, une pulsion, une idée comme une autre, qui nous plaisait, qui nous correspondait. On y a été, ça a marché et ça marche toujours. Tant mieux. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, ce dont je suis le plus fier. Carrément, bravo. J'avais lu et vu beaucoup de choses en préparant cette interview. Tu parlais de notre rapport à la nature dans à plusieurs moments. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de ton livre sur les villes. Je me suis demandé Quechua si ça a été un sponsor aussi ou j'ai vu une pub où t'es dedans. On voit légèrement très souvent le logo Quechua, donc je me suis dit il y a un lien. Mais c'est justement en fait comprendre tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment partir de sa passion, de quelque chose qu'on aime et en faire son métier, hein. C'est aussi ce que j'ai envie de montrer aux gens qui écoutent que voilà, on peut y arriver, hein, et t'en es un exemple parfait. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de ces 2 aspects-là? Bon, déjà, je pense que notre relation avec la nature, là, on pourrait aussi tenir quelques heures. Mais toi qui as été en plein cœur de la nature et là aussi, je te demanderai encore quelques anecdotes de tes meilleurs souvenirs et tes pires aussi, parce que est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Et est-ce que aussi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des moments où t'as failli mourir dans tes expériences? Sûrement. Ok.
Là, en venant, là, j'ai traversé la route sans regarder. J'ai failli me faire avoir par le tramway. Voilà. Alors, Super dangereux. Non, mais c'est vrai. le danger est partout. Mais si on réfléchit comme ça, on fait plus rien de notre vie. Non, mais quoi. bien sûr, oui, mais parce que moi, je vois l'aventure dans le sens où effectivement, tu te pousses. Et pour le coup, j'ai lu il y a pas très longtemps un des livres de Mike Horn, pour le coup, quand il fait ses sommets à plus de 8000, où on sait que le corps humain à ce niveau-là commence à être de beaucoup très très faible. Voilà. Jusqu'où toi t'as pu aller. Ça fait 4-5 questions en quelques phrases, donc je te laisse avec tout ça. Non, je rigole. Mais je me rappelle plus de la première. Non, plutôt parle-nous de cette relation qu'on a avec la nature. Tu disais qu'en 2 générations, on s'est coupé de la nature. D'après toi, pourquoi? Et est-ce que moi j'ai le sentiment, j'ai 28 ans, mais que ma génération et celle qui arrive se raccrochent. Et est-ce que t'en es d'accord? J'espère que j'en suis un tout petit peu pour quelque chose. Non, mais totalement, bien sûr. Non, je contribue à ça, à cette grande tendance. Peut-être que non, c'est prétentieux de dire ça, mais il y a eu une vague, une lame de fond qui est arrivée il y a 15-20 ans, 20 ans. Et j'espère contribuer à faire grossir la vague parce que j'essaye de véhiculer ce qui me paraît, à mon sens, être de belles valeurs et des valeurs essentielles. Et le fait de se réancrer à la nature, revenir à l'essentiel, revenir aux choses fondamentales, eh ben c'est primordial pour notre survie. Voilà, puisque moi, mon thème, c'est la survie. Honnêtement, en 2 générations, on nous a dit la campagne, c'est fini, c'est pas ce qui paye et tout, fais des études littéraires ou technologiques et va t'enfermer dans un appart et fais de la programmation toute la journée. Et puis, la Terre, c'est sale. Voilà. En gros, c'est ça, on nous a appris ça. Et fatalement, ma génération, la génération de mes parents, on bouffait un peu toutes nos réserves, etc. On s'en rend pas compte. Et puis c'est génial, on vit dans l'opulence. Sauf que la Terre, elle est pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. Et ce qu'on a désappris, c'est que on a besoin d'elle. Et sans elle, on n'est rien, on n'existe pas. Et elle est beaucoup plus puissante que nous. Et moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur la question, il y a très très longtemps, alors ça aussi c'est un sentiment de fierté incroyable, je disais, mais les écolos, ils ont rien compris. C'est la nature qui est plus puissante, elle est beaucoup plus solide que nous. C'est nous qui sommes très fragiles. Et quand je disais oui, quand je lisais, quand j'entendais oui, faites un geste pour la nature, sauvons les papillons, machin bidule, parce que c'est bon pour la nature. Mais non, on n'a rien compris. C'est je plante des arbres, je sauvegarde la nature. Mais non, je sauvegarde les hommes parce que c'est nous qui allons avec nos conneries mourir avant. La nature, elle est sur une autre échelle de temps que nous. Elle a des milliards d'années après nous. Elle a des milliards d'années avant nous. Elle aura des milliards d'années après l'humanité. Elle s'en remettra de nos conneries. Elle inventera d'autres choses. Il y a eu 6 extinctions ou 5 extinctions d'espèces dans la vie de la Terre. Nous, c'est la 6e. Il y en aura peut-être une 7e ou une 8e à réinventera d'autres choses, d'autres dinosaures, d'autres molécules, d'autres trucs. Mais nous, on est juste de passage. Je lisais un livre là dernièrement sur une échelle de temps, mais maintenant on le sait. Si on ramène la vie de la Terre à 24 heures à une journée, nous, on est né à 23h40. 23h59 et 40 secondes. Donc voilà, on n'a que 20 secondes sur 24 heures de vie de la Terre. On n'est rien, on est de la poussière, on est une petite crotte. Et la Terre d'un revers de main, elle nous balaye. Elle nous met un petit volcan qui éclate de la grandeur du bassin napolitain et elle nous fait une nuit de poussière, une nuit pendant 3 ans où tous les végétaux vont mourir, etc. Et on n'est plus rien. Donc voilà, on est vraiment très très faible, très très et de la négliger comme on fait et croire qu'on est tout puissant avec notre petit cerveau, c'est se leurrer, c'est se mettre le doigt dans l'œil. et voilà. Donc là, ta génération commence à comprendre que, mais on est en train de marcher sur la tête, quoi. Donc revenir à l'essentiel, revenir au basique, c'est pas si idiot que ça. Il va nous falloir du temps. Rien n'est irréversible, mais il faut qu'on s'y attelle maintenant. Voilà. Et savoir ce que les anciens savaient, nous apprenaient, etc. Considérer que le vieux a un pouvoir énorme de transmission, c'est plutôt intelligent. Voilà. Maintenant,
on sait manier des outils, là, comme on est en train de faire un micro, là, t'es devant un ordinateur, tout ça, des appareils que même ma génération, on est complètement largué maintenant. C'est génial, ça demande beaucoup de cases disponibles dans le cerveau. Mais il faut en garder quand même faut garder des cases vides pour les remplir, de savoir comment se nourrir dans la nature, comment on arrive à faire du feu, comment un animal va se comporter, etc. Parce que si jamais notre vie se dégrade, et là en ce moment on est en plein dedans, c'est savoir revenir à l'essentiel, au moins le temps d'un instant, pour revenir à notre niveau de confort que l'on veut. Voilà. Ouais. C'est presque philosophique là ce que je viens de dire. Ça l'est un peu, mais c'est vrai, et c'est ton expérience. Des fois, au coin du feu avec mes clients, quand on discute de ça, à un moment donné, je prêche la belle parole là, comme ça, et je finis la phrase par Amen. Amen. Tu sais, ça fait un peu limite. Ouais. Et je veux pas ça. Hein. C'est pas du tout. Mes stages sont pas du tout un univers sectaire. Non, on est ouvert aux autres et au monde, et on a besoin de tout le monde pour survivre. Voilà. Mais se réancrer, avoir les ongles noirs, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. On est bien d'accord. L'espace d'un moment pour se dire, ah oui, la Terre, comme ça, elle est généreuse. Elle est surpuissante. Elle est généreuse. Elle peut être très dangereuse si on peut pas la décoder, si on sait pas savoir où est le danger potentiel. Mais, faut vivre avec elle, de toute façon. Au petit jeu de la survie, c'est elle qui gagne à la fin. Même Mike Horn, en faisant ses conneries, à la fin. Ah ouais. Alors moi, je discute un peu avec ses filles. Je dis, il faut qu'il arrête. Il a mon âge. Il a même un an de plus que moi. Ça y est, il en a assez fait. Il en a assez fait. Il a fait des choses que personne fera. Accumulé dans la vie d'un homme, personne égalera Mike Horn. Mais la nature il va faire la connerie de trop. Et la nature va être plus forte à un moment donné. Bon, là, je pense qu'avec la sagesse et ses filles qui poussent derrière en disant arrête, papa, arrête. Bon, ça commence à lever le pied un petit peu. Mais non, c'est un truc incroyable. Mais moi, je suis pas Mike Horn, hein, loin de là. Lui, il a une méthode qui fonctionne que sur lui. Dire que c'est un surhumain, c'est un extraterrestre. Il a une force mentale incroyable. Et il passe en force, comme un bourrin. Pour moi, c'est un bourrin génial. Voilà. Et ça passe. Maintenant, il a un corps de 53, 54 ans. Donc ça passera et à un moment donné, son corps va plus, il va dire stop, quoi. Et si, à ce moment-là, la nature est dans une forme olympique, Mike Horn, il va être balayé, quoi. Et c'est ça, le plus grand danger. Maintenant, si on dit Mike Horn, maintenant tu t'arrêtes, tu restes dans le canapé et tu regardes la télé, et il va mourir. Clairement. Donc, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est comme ça. Respect total. Voilà. Respect total. Mais il y a que lui. Il y en a souvent qui me disent, il est inspirant ce mec. Attention, c'est un fou. Il vous met en danger. Faut pas faire ce qu'il fait. Il vous met en danger constamment. Mais par contre, il a une telle force de persuasion qu'on croit qu'on peut être capable de faire le 10e de ce que fait Mike Horn. Mais même le 10e, c'est trop comme un des mortels. Donc attention, soyez prudents quand même. Ne vous mettez pas dans les mêmes conditions que Mike Horn, quoi. Voilà. Donc moi, j'apprends plutôt aux gens à être raisonné. Voilà. Commencez par un petit week-end. Ça suffit. Regardez. Ok. Et dans tes 500 expériences, parce que donc tu parlais de week-end, plusieurs jours, etc. Ce qui fait beaucoup. Quel meilleur souvenir t'auras à nous raconter? Quelles anecdotes à la fois sur toi que sur les gens aussi que t'as vu, parce que t'as fait des stages pour des enfants, mais donc je sais pas si t'as eu de 7 à 77 ans. Oui. Mais en gros peut-être. Mais de 7 à 77 ans, ouais. Okay. Voilà, c'est ça la fourchette, les anecdotes marquantes, il y en a des centaines de milliers. Il n'y a pas un stage qui ressemble à un autre. Alors, je dis ça flatte les gens qui viennent pour le 599e stage. Je vais leur dire ça, ils vont être contents. On va vivre une aventure unique. Il y a des grands principes, il y a des grands ateliers, il y a des grands moments qui se répètent, mais certes, c'est l'individu en tant que tel, inséré dans un groupe, dans un collectif, qui va faire la richesse du stage. Et fatalement, il n'y a aucun stage qui ressemble à un autre. Maintenant, il y a des grands moments, oui. Alors, les grands moments, c'est vraiment, c'est le plus exotique parce que c'est ce qui fait un peu plus rêver les gens, mais les grands moments que l'on vit sur les stages à l'étranger, c'est souvent les grands moments où la nature ne le veut pas. Mais pour faire vite,
Ça m'arrivera plus jamais, j'espère. J'ai nagé dans des flaques d'eau au plein milieu du Sahara. Parce que on allait faire un stage pour subir le chaud, la chaleur, le désert. Et il s'est mis à pleuvoir pendant 24 heures. Et quand je dis pleuvoir, 10 degrés, la pluie qui tombe à l'horizontale avec des gouttes qui font à elles-mêmes 1 demi-litre chacune. Et il a tellement plu en très peu de temps que le sable n'a même pas pu arriver à tout pomper. Et il y avait des grandes flaques d'eau, mais immenses, hein, des grandes mares au creux des dunes. Et on s'est dit, alors le lendemain il a fait beau, pendant 24 heures on était congelés, on sentait la pluie, le froid, ça m'est jamais arrivé, qui arrivait jusqu'aux os. Quand on dit qu'on a froid jusqu'aux os, mais je le sentais, mon caleçon était mouillé, tout était mouillé, on était équipés pour résister au chaud, hein, pas forcément au froid, ce qui fait que ça nous glaçait vraiment. Moi je pouvais plus fermer les doigts, quand je fermais les mains, j'avais des crampes aux doigts. On était tétanisés, on était en hypothermie. Bon, très vite dans le désert, ça revient, mais on a passé une nuit, mais vraiment très très galère. Et le lendemain, il a fait beau, c'était génial. Et puis il y avait des flaques d'eau partout. Alors il y avait le soleil qui reflétait dans les flaques, c'était un paysage magnifique. Et on s'est mis à prendre nos bains dans les flaques d'eau et on nageait le crawl. Alors, je touchais un peu au bout des doigts quand même. Hein. Il y avait au moins un bon 50-60 cm de flotte. Et on nageait le crawl dans les dunes, au milieu du Sahara. C'est incroyable. Voilà. Donc, la nature nous surprend toujours, quoi. C'est incroyable. Et d'autres anecdotes, se retrouver nez à nez avec un animal qui nous fait bien comprendre que... On est chez lui, voilà. Un grand éléphant, qui ouvre les oreilles, qui dit au gamin, tu recules gentiment et voilà, tu laisses passer ma troupe là qui est derrière moi, qui veut traverser le chemin, s'il te plaît. Ok. Il y a, qu'est-ce qu'il y a eu l'année dernière dans le désert du Namib, c'est frais dans ma tête. Il nous est arrivé une grosse galère qui peut arriver en stage de survie. On fait le stage de survie dans le désert du Namib avec un groupe super. D'ailleurs, sur les 10, il y en a 7 qui reviennent là cette année au Terra Incognita. Génial. Donc je les mets dans le désert du Namib. C'est l'un des déserts les plus vieux du monde. Des fois, on se croirait sur Mars. C'est incroyable. Puis il y a des grandes dunes. C'est un paysage, mais super, enfin incroyable. Il y a des zèbres, des autruches là-dedans, il y a des oryx, des gazelles, il y a des hyènes aussi, il y a des perdrix, il y a une faune incroyable. Et on est dans le désert, on louvoie dans une forêt sèche de grands acacias géants, des acacias girafes. Bon, voilà, un stage super, des gens incroyables, un rapport humain, on s'entraide, c'est très très fort. Et puis le dernier jour, il y en a un. Bon, déjà, on s'épanche un peu pendant les stages de survie, hein, le soir au coin du feu, on raconte nos vies, nos fêlures, pourquoi t'es là, etc. Il y en a un qui nous raconte sa vie sentimentale, pas terrible, instance de divorce qui se passe très mal, un conflit dur, et là, il vit un moment très intense, il pleure devant le paysage tellement que c'est beau, il est très fatigué, nerveusement très fatigué, et là, le dernier jour, son corps le lâche, et il a un malaise. On mange pas beaucoup en stage de survie. Malgré tout, on boit. Enfin, j'avais prévu à boire. On lui donne toute notre eau. Il remonte pas. Bien sûr, dans ma trousse de secours, il y a du miel, etc. Non, il revient pas. Le taux de sucre, il revient pas. Et à un moment donné, je regarde avec mon second, Maxime. Je dis là, c'est hors compétence. Je suis pas médecin. Ça fait 2 heures qu'on réhydrate, on le réalimente, tout ça. Là, franchement, je sais pas. Là, on rigole plus, faut l'exfiltrer. Donc, procédure d'urgence qu'on avait déjà établie. Donc, faut le sortir de là où on était. Bien sûr, toujours, quand il nous arrive une galère, c'est jamais au bon endroit. Donc, on était dans un canyon, à l'ombre, etc. Donc, on décide de fabriquer un brancard. Il y a toujours un volet geste de premier secours de galère en survie. Donc, les anciens qui reviennent pour la 4-5e fois, je dis, les gars, vous savez, là, faut faire le brancard avec une bâche, etc., 2 morceaux de bois. Mais ouais, on est dans un désert. Un coup de bol, il y avait un arbre mort avec 2 morceaux de bois qui correspondaient. Tout le monde se met encore, alors là, en coordination, échelle 1, situation réelle. J'ai maintenant, on l'exfiltre. Je dis, vous savez que ce brancard-là,
moins d'1 kilomètre, ça va, mais plus d'1 kilomètre, on va en chier. Quoi. Sauf que là, le camion d'urgence, il était à plus de 15 kilomètres. Donc, avec les Toki, on arrive à se coordonner. Tu sors le camion et on va à ta rencontre. Ouais. J'ai voilà, le point d'extraction, il est là. Et nous, on y va. Donc, il faut trouver un passage pour sortir du canyon. On en avait un, mais il était trop loin. Enfin, je vous passe les détails. Au bout de une bonne heure, on se dit, allez, la bonne option, c'est celle-là. Allez où? Et vas-y que je monte le canyon. Je sors du canyon style gorge de l'Ardèche, quoi. Très sèche. On croise un zèbre mort depuis 8 jours. On a entendu les hyènes. Donc, il était hors de question de passer la nuit là. Ouais. Donc, avec les mouches, tout ça, l'odeur. Et puis, on se met bien minable. Et puis, on sort du canyon. Et là, vraiment un plateau plat, pas un brin d'herbe. J'ai maintenant, on suit les chemins des animaux pour aller au point de rencontre. Et puis, le camion va venir. Et on a marché pendant 7 kilomètres avec le brancard. Mais alors, là, une force incroyable. Franck, là, le blessé était stabilisé. Hein, tout allait bien. Mais franchement, fallait pas le laisser. Moi, je voulais pas le laisser comme ça. Et là, j'ai vu mes stagiaires se sortir les doigts. Hein. Alors là, vraiment, franchement. Et ils se relayaient, parce qu'on était quand même 10, 12 sur un brancard. Donc, il y en avait qui portaient l'eau. Il y a Juju, une fille qui portait 4 sacs à dos à elle seule. On la voyait plus. C'était un sac à dos toute seule. Et elle disait rien, elle branchait pas. Il y avait un mec qui était très faible physiquement à la base, qui portait toute l'eau de tout le monde. Il avait des gros bidons sur lui. Il a pas bronché. Il a rien dit. Et puis, tout le monde se relayait. Moi, je disais le cap. En plus, soleil couchant. Je dis, c'est plein ouest. Là, on voyait un soleil bien rouge. Je dis, vous tracez le... Et à un moment donné, on a vu la fumée du camion. Au loin, comme dans le désert, on a fait la jonction. Et là, on s'est enlacé. On a pleuré. Parce que l'effort physique était intense. Le résultat était topissime. Et humainement, on avait fait quelque chose de bien. Franck, même lui, Franck, il pleurait de joie. Parce qu'il s'est senti soutenu, incroyable, quoi. Ouais. Et on a mis tout le monde dans le camion. Là, on a tracé à la ville. Bon, en Namibie, pour ceux qui connaissent, il y a peu de villes. Et l'hôpital était au courant, parce que moi, il était hors de question qu'il n'y ait pas de check, là. Ouais. L'hôpital était au courant qu'on arrivait, etc. Il a été checké. Ils l'ont perfusé. Pour le principe, ils lui ont foutu pas. La médecin m'a dit, on lui a mis du sucre. Et puis là, voilà. Donc c'était vraiment un gros coup de fatigue, mais plutôt nerveux. Et puis le lendemain, il était d'attaque, il a fait la fête avec nous. Voilà. Super. Voilà. Et puis ça se prolonge, la galère. À minuit, on s'est retrouvé à la ville avec un camion et on s'est dit, on va dormir où? Parce que le bivouac était prévu dans la jungle, dans le désert. Bon, c'est le chauffeur. Namibien qui m'a dit, mais mon frère habite ici, il a une grande maison. Il l'appelait, et on a été dormir chez le frère, il a poussé tous les meubles, on a mis des matelas par terre et tout, et les stagiaires me disent, c'est la meilleure nuit qu'on ait passée, complètement improvisée, et c'est des souvenirs pour la vie, voilà. Et là, ils vont se revoir, ils vont en parler encore là dans un mois et demi ou deux. Voilà, c'est des souvenirs. Ouais, alors là, c'était un moment de galère, mais on en est fiers parce qu'on a tous réagi comme il fallait. Et est-ce que, en plus, ce que je disais en théorie, tout compte fait, là, les gens l'ont fait en pratique. Et ça m'a fait changer mon discours aussi. J'ai appris que ce genre de brancard, quand vraiment tu es vraiment au pied du mur et qu'il faut pas rigoler, moi, je disais 1 kilomètre, non, maintenant je dis 8 kilomètres. On peut brancarder avec ce brancard de fortune sur plusieurs kilomètres sans broncher. Voilà. Voilà. Et puis, si t'as 10 heures, je peux t'en raconter encore. Un peu d'alcool quand même. Je pense qu'on refera une session à la limite, juste spéciale anecdote. Mais ouais, en fait, en t'écoutant, je me dis que c'est vraiment l'aventure humaine. C'est ça. Moi, je continue à faire les stages de survie parce que c'est des aventures humaines à chaque fois. À chaque fois. C'est clair. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même un mec qui a peur d'une fourmi, il va m'apprendre quelque chose parce que il connaît beaucoup plus de choses dans d'autres domaines, qui va se raccrocher à des techniques de survie, de près ou de loin, et que lui tout seul il est rien, mais avec les autres, c'est la fameuse phrase de Kennedy. Ne cherche pas ce que l'Amérique va t'apporter, mais ce que toi tu peux apporter à l'Amérique. Bon voilà. Vous tombez en situation de survie avec des gens que vous connaissez pas, cherchez à les connaître parce que et cherchez pas à savoir ce qu'ils vont vous apporter,
mais eux, ce que vous allez pouvoir leur apporter, c'est peut-être quelque chose d'insignifiant. C'est peut-être un briquet dans une poche que vous avez, vous, et que les autres n'ont pas, pour faire du feu et réchauffer tout le groupe. C'est peut-être juste une manière d'écouter, et que les autres n'ont pas, et vous allez servir de liant. Voilà. C'est peut-être juste votre incompétence qui va devenir quelque chose de rigolo pour les autres, et vous allez mettre une bonne ambiance. Rien que parce que vous savez pas faire et vous posez des questions comme Candide. Mais il faut un Candide dans un groupe. Et ça peut peut-être être votre niveau physique qui est supérieur aux autres. Vous êtes plus léger. Moi, les jeunes comme toi, je les appelle les perdreaux, parce qu'ils ont rien vu de la vie, tout compte fait. Mais c'est leur candeur, c'est leur ignorance qui fait aussi qu'ils osent. Et qui vont pousser les autres à oser aussi avec lui. C'est ça. Et donc, ils vont devenir indispensables au groupe. Voilà, on se nourrit tous des autres. Sans les autres, on n'est rien. Enfin, c'est beau. Amen. C'est voilà. beau. Amen. C'est quoi le plus beau retour que tu as reçu d'un des stagiaires moi, je me rappelle. Alors, hormis ces grands moments de fraternité, je me rappelle d'une femme. Tout le monde chiale à la fin des stages. Non, enfin, je sais pas. Moi, déjà, en écoutant ton histoire, bon, tu l'as vu, j'ai les larmes aux yeux. Donc, je me dis, en fin d'un stage comme ça, moi, je suis très sensible, voilà. Mais j'imagine que même moi aussi, je pleure souvent. C'est une fille qui m'a fait pleurer. Un stage dans le Périgord, longue durée, c'est-à-dire 3 bivouacs. On marche 50 bornes. C'est itinérant. C'est un stage nomade. Il y a beaucoup de. C'est un stage basé sur l'orientation. Carte boussole, et du début jusqu'à la fin, carte boussole. Et ils doivent me trouver des endroits dans lesquels on va bivouaquer. Donc moi, alors là, pareil, je fous rien. C'est ça. On dit, tu prends la décision, tant que t'es pas en danger, même si tu fais des erreurs, je te laisse faire. Le but, c'est de rectifier, comprendre pourquoi t'as fait des erreurs, et puis moi, je te dis ce qu'il faut faire après pour... Et voilà. Et cette fille-là, pareil, elle devait être dans un moment de sa vie où elle se cherchait, ou je sais pas. Mais quand elle est arrivée, à la fin, donc très contente d'arriver, on est crevé, stage nomade, on est arrivé, on en a ras les pattes, on n'a pas mangé correctement depuis 4 jours, que des pommes, des trucs, des vers de terre qu'on trouve, voilà. Là, c'est un stage où vous n'avez pas trouvé grand chose, ça dépend, c'est Dame Nature qui nous met sur le chemin ce qu'elle veut bien nous donner. Mais déjà, le groupe était top, et là, tombe dans les bras, mais vraiment, elle tombe dans mes bras, et elle me dit, Denis, et puis alors, en larmes, mais des gros sanglots, et elle me dit, Denis, tu m'as changé la vie. Oh! J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Enfin, j'estimais pas avoir fait grand chose, quoi. Ah, c'était pas tellement épanché, mais il y a eu un truc dans sa tête qui a changé. Je sais pas quoi. Et vraiment, c'était sincère. Je pense qu'elle pouvait pas tricher à ce moment-là. Je sais pas ce que j'ai changé. Et je le saurais pas, mais voilà, j'ai changé sa vie. Enfin, c'est pas moi qui l'ai changé. C'est la situation, c'est la nature, c'est elle qui a changé. Qui a été le déclencheur. Oui, il y a eu le déclencheur. J'ai fait office de bouton. Voilà. C'est ça. Paf. Voilà, ça c'est un souvenir qui me marque et qui me marquera. Après, il y en a plein aussi, quoi. Plein aussi. Les gens qui reviennent pour la 8e, 10e fois, les champions du monde, c'est Geoffrey, et il y a une fille, elle est pas venue l'année dernière, donc je me rappelle plus son nom. C'est Florence, ça fait 13, 14 fois. Et puis il y a François aussi. Ça fait bien 10, 12 fois qu'il vient. Bon, on les salue. Eux, fidèles parmi les fidèles, c'est incroyable, et je me demande toujours pourquoi ils reviennent autant, mais c'est qu'ils y trouvent des trucs incroyables. C'est ça. Ok. Et la suite, pour toi? Alors la suite, là, dans 1 mois et demi, il y a le stage en Namibie. Il reste 2 places, tiens. Ok. Après, il y a le terrain incognita au mois de mars. Là, il est complet. Mais on en a reprogrammé un pour le mois d'octobre prochain. Devant le succès, en effet. Et puis après, il y a tout ce qui est stage en France, la fin janvier et février, on fait des stages grand froid. Et musher, où on apprend aux gens à faire un igloo et à survivre en situation de grand froid. Le musher, on fait des igloos et on leur montre de quoi survivre aussi dans le grand froid, mais en plus, il y a traîneau et chien. Donc ils apprennent le métier de musher, à diriger leurs chiens, à atteler leurs chiens, à les désatteler, à les nourrir, à les caresser, à dormir avec les chiens dans les igloos aussi quand il fait très très froid. Le chien c'est un radiateur, c'est génial. Voilà en gros. Puis après on va reprendre en Aquitaine avec les stages dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, et dans le Périgord chez nous.
avec plein de sortes de stages, d'un week-end, un stage longue durée, il y a les stages bite et couteau. C'est ça, oui, je trouvais ça très drôle, un stage bite et couteau. J'ai eu des féministes qui m'ont vraiment pourri sur les réseaux sociaux quand ils ont entendu ça. C'est vulgaire, oui, c'est vulgaire, mais c'est du second degré. Et il y a beaucoup de femmes qui m'appellent pour faire un cadeau pour leur mec, pour que enfin ils deviennent un type bien, qui sache faire du feu avec sa bite et son couteau. Voilà. Mais non, je rigole, c'est de l'humour, on fait beaucoup de second degré chez nous, on se marre bien. Ouais. On se prend pas forcément au sérieux, mais on passe un bon moment et les bites et couteaux sont là aussi pour détendre un peu l'atmosphère. Mais partir avec juste son couteau et son courage dans la forêt, il y a des gens qui sont anxieux. Ouais. Et quand on leur montre que c'est possible, qu'il suffit pas d'être Mike Horn ou un surhomme pour y arriver, et que même moi, vieux, avec peu de capacité physique, enfin voilà, qui n'a pas fait l'armée, je suis pas commando, ex-commando, et on y arrive. Faut juste un peu de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances que tout le monde peut acquérir, et puis on y arrive assez facilement. Donc on dédramatise, voilà. Et il y a le Big Bite et Couteau qu'on a lancé depuis l'année dernière, ça c'est génial. Là c'est 3 nuits. Okay. Là ça pique un peu, mais c'est une aventure humaine. En réalité, plus les stages sont durs, plus c'est l'humain qui prend le dessus, la relation avec l'autre. Voilà. Okay. Et on se marre bien, et je m'éclate toujours. Donc c'est le principal alors. Parfait. T'en as un petit peu parsemé tout au long de notre échange, mais des conseils à donner aux personnes qui auraient envie d'entreprendre? Alors, c'est vraiment croire en soi et tenter. Si on tente pas, on n'a pas. Et alors en France, je sais pas si c'est notre éducation, etc. Celui qui fait pas, il a jamais tort, quoi. Voilà. Moi, ça m'amuse quand je vois les gens qui critiquent toujours. C'est ceux qui sont pas au pouvoir qui critiquent, quoi. Puis une fois qu'ils y sont, ils font pas mieux que les autres. Et ils se font critiquer par les autres. Donc fatalement, celui qui fait pas, il fait pas. Ça c'est sûr. Il y a que celui qui fait qui se trompe, quoi. Ouais. Et en Amérique, ce que j'ai vu moi au gré de mes voyages, tout ce qui est la culture anglo-saxonne, on valorise vraiment celui qui s'est planté. Celui qui s'est planté, il a une expérience. Exactement. Il sait ce qu'il faut faire pour pas se planter. Et en France, on devrait vraiment avoir cette culture-là. Celui qui se plante, quand il réentreprendra, il se plantera pas parce qu'il fera pas les erreurs qu'il a déjà fait, l'erreur nous fait pas tomber, l'erreur nous fait apprendre. Voilà. En gros, alors bien sûr, il y a des idiots qui n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est ça. Mais en gros, qui tentent pas n'a pas. Mais tout le monde le dit, tout le monde le sait. Puis c'est facile de dire quand on a réussi un petit peu comme moi. C'est facile de dire ça une fois qu'on a réussi. Mais moi, j'ai fait plein d'erreurs. Je me suis planté, j'ai appris. Et puis avec l'expérience, il y a des rencontres, encore une fois, qui nous font accélérer les choses. Parce que ces gens qu'on rencontre, eux, se sont plantés et ils nous nourrissent de leur expérience. Donc, faut écouter les autres. Puis à un moment donné, faut foncer, quoi. Il y a aussi l'inconscience. Nous, ça s'est fait en une nuit. Et le matin, en 2 jours, c'était plié l'histoire, le concept et tout ça. On n'a pas fait d'études de marché. On n'a pas essayé d'aller chercher des aides chez le banquier qui est frileux, de chez Frileux, parce que les grands frileux chez nous, c'est ceux qui ont l'argent. Et donc on a demandé de l'aide à personne, on a fait confiance qu'à nous-mêmes, on a cru en nos idées, à nos convictions, on a tenté. Et puis si ça avait pas marché, qu'est-ce qu'on risquait? On risquait juste de dire, on s'est planté. Encore une fois, tant pis, on a tenté. Voilà. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant qu'on a un peu d'argent et une entreprise solide, c'est que les banquiers veulent nous prêter. On n'a pas besoin de vous, les gars. On n'a pas besoin de vous. Laissez-nous tranquilles. Alors, voilà, c'est ça le problème en France, c'est qu'on prête qu'aux gens qui ont réussi. Aucun intérêt. Voilà. Donc tentez, croyez en vous. Et il y a que les gens qui n'ont pas d'idée qui croient pas aux autres. Je sais pas si c'est bien ça, mais voilà. J'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis tu t'en doutes, là on arrive à peu près à la fin de notre échange et tu te dis mince, quand même ça aurait été sympa d'en parler. C'est quand je vais revenir chez moi, ma femme va me dire mais pourquoi t'as pas parlé de ça, etc. J'ai parlé de ma femme. Non mais on abordait pas mal de choses, Alors si il y a c'est encore des relations humaines. Moi j'ai compris, alors tu vois, on revient au voyage que j'ai fait en Europe, j'ai compris une chose, c'est que sur 100 personnes, il y en a 99 qui vous veulent du bien. Donc faut faire confiance aux autres.
Après, avec l'expérience, j'ai appris aussi que faire confiance à ces 99 personnes, fatalement, on est souvent déçu. Parce qu'il y a très très peu de confiance, très très peu de personnes qui font ce qu'elles disent ou ce qu'elles promettent. Maintenant, sur les 99, il y en aura peut-être 10 qui vont aller au bout de leurs promesses et au bout de ce qu'elles vous disent. Donc, si on leur fait pas confiance à la base, on saura jamais si elles tiennent parole. Ouais. Donc, conclusion, faut faire confiance à 99 personnes, essayer de déceler la 100e qui va vous arnaquer. Ouais. Et se reposer sur les 10. Et être content d'avoir fait confiance à ces 99 personnes pour voir ces 10-là nous faire émerger. Voilà. Okay. Et Christelle tient le coup parce qu'elle a fait confiance à 100 personnes. Ouais. Et malheureusement, il y en a une qui lui a fait beaucoup de mal, mais parce qu'elle est forte et que je pense elle est bien entourée, elle va s'en remettre. Et elle, là, alors là, pour le coup, elle va s'en remettre encore plus forte parce qu'elle va beaucoup avoir appris de ces expériences-là. Voilà. Donc, faites confiance. De toute façon... Ouais, c'est ça. Faites-vous confiance, faites confiance aux autres. Ouais, si vous croyez pas en l'autre, vous croyez pas en vous. Allez, amen. Oh là là, oh là 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 là. On va finir là-dessus si ça te va. Sur un beau amen. Oh là là, on va me prendre pour un grand gourou. Non. Denis, merci beaucoup. Ben de rien. On te retrouve sur les réseaux et sur le site internet aussi. Oui. C'est Stage de survie, je crois. Ouais, c'est stage-survie-tribodo.com. Okay. Et vous tapez Stage survie Denis et vous tomberez sur moi. Ok, parfait. Et on te suit sur les différents réseaux aussi. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Et à très bientôt. Oui. Merci à tous pour votre écoute. J'adore l'esprit d'aventure de Denis, son envie de découvrir le monde dans ses moindres recoins et surtout son envie de partager, de faire vivre aux autres sa passion afin de se surpasser. Perso, un de ces 4, je participerai sûrement à l'un de ces stages car je suis persuadé qu'on apprend énormément sur nous et sur les autres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.